Je le trouve pas drôle ce mec. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter. Nous sommes le vendredi 25 novembre et ça s'amuse beaucoup sur ce plateau. Dans mon dos, terrible, il y a 30 ans sortait Sister Act, un film qui a marqué des générations entières évidemment et peut-être remis le gospel à la hype. Votre émission d'actualité pop culture, c'est Starter, c'est en direct, ça commence tout de suite. Oh non. Oh non. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission d'actualité pop culture en compagnie de Suri. Incroyable, la résurrection. Comment ça va Suri? Écoute, ça va très bien. Je mets pour la première fois de ma vie un kimono. Je ne sais pas si ça m'ira, mais écoutez, j'ai craqué. J'ai craqué mon slip avec du Naruto, même si on va parler de SNK aujourd'hui. On appelle ça plus un Aori, si tu veux. C'est une veste, mais par-dessus le kimono. Voilà. Mais ça te va à ravir. Eh ben, merci beaucoup. Même si encore la Katsuki, les gars, force d'un moment, s'il vous plaît, changez de numéro. Tu vas bien, mon bon Suri, à part ça? Écoute, ça va très bien, ça taffe dur, mais on est là aussi. J'ai eu l'impression pendant quelques instants durant ton intro que j'étais là pour Secret d'Histoire, avec Sister Act, malheureusement que je n'ai jamais vu. Ouais. Et je crois que ça a fait parler sur le plateau. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est là tous pour vous dire arrêtez, peut-être pour constater à quel point ma coupe de cheveux est une horreur. C'est surtout ça. C'est beau, Ken. C'est terrible, c'est affreux, mais nous sommes en bonne compagnie avec notamment Adi. Oui, bonjour. Je cherchais le nom justement de la réincarnation des morts. J'étais en mode, est-ce que c'est vraiment Edo Tensei? Et oui, c'est bien Oui, Edo Tensei. Donc, Edo tout va pour le Tensei. mieux dans le meilleur des mondes. Que c'est Edo Tensei pour notre ami Suri Play. Écoutez, ça avant on était présent. Eh bien, la place de Suri hier, là, je retrouve ma place de chroniqueur. Donc, je vous ai préparé un petit débat qui sera présent en fin d'émission. Alors, il y aura pas Francesco Totti, tu sais, ouais agent de star oui, et quand mec même. qui fait les paniers, les marchés, pardon. Il n'y a pas non plus Adi Aliagas. Peut-être qu'il reviendra un peu plus tard. Donc, ça sera juste moi. Désolé. Juste toi? Juste moi, ouais, pour le débat. C'est très bien, c'est très bien. Avec en face Skipper qui est avec nous. Bonjour Skip. Bah bonjour Ken, j'espère que vous allez tous bien autour du plateau. Moi aussi j'ai tenté un truc, c'est la première fois de ma vie que je mets un t-shirt blanc. Toi, ça te va vachement bien. Ça te va vachement bien. Mais non, trêve de plaisanterie. J'ai reçu un petit cadeau qui m'a fait vachement plaisir de la part de Suri. Parce que j'ai vu qu'il avait des beaux stickers sur son PC, je lui ai dit j'en veux. Et il me les a offerts parce qu'il en avait par hasard dans son portefeuille. Par Il m'a hasard, gentiment mec, vu offert. la quantité. Par hasard, vu la quantité. Je suis pas sûr que ce soit tant du hasard que ça, mais... Le merch frappe fort. Le merch du Tahiti, c'est les reproductions réelles des stickers des joueurs pendant le Major. Sur CS, pour ceux qui connaissent, il y a les stickers avec les signatures des joueurs. Donc ça, c'est un truc que tu as dans le game, normalement, et que tu colles sur tes armes. Mais apparemment, ils les ont imprimés en physique chez Vitality. Donc, ils ont pas le temps. je leur en ai demandé quelques-uns. Je suis très heureux. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées de merch. En tout cas, chez Vita, ça fait vraiment plaisir. Voilà, une fois que tout le monde est présenté, on va pouvoir passer au programme du jour. Et je ne sais pas pourquoi, mon runner semble avoir fumé. Voilà, impeccable. Et ne pas se mettre à jour, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de Twitter qui appuie sur le bouton Unban All. Parce que qu'est-ce que c'est rigolo de débannir tout le monde. Ça va faire du bien de revoir toutes les raclures de du net sur ce réseau social. On a hâte, vraiment. Le popcorn est déjà de sortie. On parlera next-gen puisqu'on a une target date pour la next-gen. Trop tard, trop tôt. Faut-il stopper avec ces histoires de nouvelle génération? On en discutera justement ici. Puis enfin, chose qui n'est pas spécialement un cas isolé, mais l'auteur de SNK, Shingeki no Kyojin, alias Attack on Titan, s'excuse pour sa fin. D'où un auteur s'excuse pour sa fin. La pression des fans est-elle trop forte? Sommes-nous en possession de nos propres œuvres aujourd'hui? Appartiennent-elles à nos fans? On en discutera ici. Puis Skipper revient dans une super chronique pour nous parler de manettes de jeu. De manettes de jeu, de manettes à palette. À palette. Pas confondre avec des palettes à manettes. Oui, les palettes à manettes, c'est ce qui transporte les manettes dans les... ce qui transporte les manettes, ce qui transporte
aussi des manettes, mais pas des On n'a PS5. pas encore fait donc, la manette en dématérialisé, ça n'existe pas. Non, On est obligé de pas l'acheter en encore. physique. Pas encore. Mais qui sait? T'imagines jouer en shadow, en shadow controller. C'est déjà l'impression que j'ai en jouant sur mobile, hein, personnellement. Mais ouais. Mais ouais, c'est surtout en rebond à l'annonce de la DualSense, du prix de la DualSense Edge il y a quelques semaines, à un prix qu'on a qualifié d'un petit peu trop élevé. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, effectivement, il est bien trop élevé au vu de l'historique de cet objet. Ah, alors ça va être très intéressant. Ça, c'est très cool. Très, très intéressant. Puis on continuera avec le reste de l'actualité dans la Select Surie. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Écoute, on va parler de pas mal de petites choses, notamment un certain personnage public qui rejoint le musée Grévin, mais aussi les promos du Black Friday. Il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, et aussi au niveau console et aussi au niveau des jeux. On a également du Splinter Cell qui pourrait finir sur un média qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir pour des personnages de jeux vidéo, et on aura également pas mal de petites choses en plus de ça. Débat vieux con. Ensuite, pour continuer, le jeu vidéo, c'était mieux avant, Adibou. On est encore plus large que ça. Hein. C'est vraiment un débat qui va parler. En parlant de vieux con, forcément, choisis-moi et ça, c'est légitime. C'était mieux avant le débat, donc il y aura du jeu vidéo, mais il y aura plein d'autres choses et on verra effectivement. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était On pas aura le bien? droit de voter si c'était mieux ou si c'était pas Mais mieux. évidemment, et le pathos, donc l'émotion, la nostalgie va probablement l'emporter sur tout ce qui bouge. Donc il y aura peut-être justement une décorrélation entre le chat et nous-mêmes, et même au sein de ce plateau, il y aura, je pense, des dystopies terribles. Je pense notamment à Suriplay qui n'a jamais vu, regardé, ni même connaît, j'abuse un peu, Sister Act. Préparez votre meilleur, Vous êtes deux. Oh là là. votre meilleure mauvaise foi évidemment dans le chat, ça va envoyer cercle dans le débat. Aujourd'hui, l'archive du jour, Sister Act, 30 ans. Alors évidemment, peut-être un film qui n'a pas marqué toutes les générations ici sur le plateau, mais c'est pas grave. Un film que l'on T'es pas né. apprécie et surtout une suite Oh, qui désolé. devrait arriver dans peu de temps. C'est dire à quel point l'originalité dans le cinéma est énorme. Sachez avant de commencer que j'ai failli me mettre en retard pour un café, mais que j'ai oublié de changer la capsule. Donc c'est approximativement. Ça, c'est un breuvage qui régale, Ken. jus de chaussette. Voilà, donc si vous Miam, me miam. voyez porter la tasse à ma bouche, invertissez-moi immédiatement sur le chat, que je risque d'y laisser évidemment mon estomac. C'est sur cette révélation que nous allons commencer cet épisode immédiatement avec le menu principal. Ce bon Elon Musk a décidé via un tweet où il demandait l'avis des gens alors qu'il avait déjà fait son choix de savoir si ça dirait qu'on reset un peu Twitter à zéro parce que ça va tellement bien actuellement sur Twitter, on prend tellement de plaisir sur le réseau social qu'on s'est dit qu'on va aller reprendre encore un peu plus de plaisir. Et du coup, il a décidé de gracier les comptes suspendus de Twitter. Alors, je vous rassure, les comptes suspendus, évidemment, qui n'ont pas fait des choses qui sont contre la loi et qui ont été suspendues because of it. Mais évidemment, la loi, ça dépend évidemment du pays dans lequel on se trouve. Et ça, c'est assez fou. Voici le tweet absolument incroyable. Le peuple, après 3 millions de votes, a répondu oui. L'anarchie est en marche. Et voilà, au fil des ans, Twitter a suspendu quand même un nombre colossal de comptes pour de multiples raisons, du spam, de la désinformation, de l'imposture ou autre forme de harcèlement quelconque. Et non, ce à quoi nous n'avons jamais participé ici Jamais. sur ce réseau social. D'ailleurs, nos comptes sont propres. Nous allons Oui. pouvoir évidemment juger de tout ça. Voilà, après avoir demandé, vous voyez, la communauté a répondu oui. Les comptes suspendus vont revenir à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi. Donc ça, évidemment, c'est un fait. Ce sera fait en début de semaine prochaine. Oh Voilà. Alors, bah, ça tiens. va. Allez. Et donc, quand il a une décision, c'est un C'est exemplaire, incroyable. un Écoute, cœur qui bat, une décision qui tombe. C'est pas Bernard Frédéric, On c'est peut c'est Elon licencier Musk, hein. 4000 personnes dans la semaine prochaine, restructurer en un week-end, faire rentrer le pognon des dizaines de certifiés qui tweetent en réponse à nos tweets, alors qu'ils ont 3 abonnés ennemis. C'est assez incroyable le monde dans lequel on vit. Mais voilà, le problème légal, évidemment, c'est que c'est quoi
exactement quelqu'un qui enfreint la loi? Est-ce qu'il enfreint la loi des États-Unis ou de l'État du New Hampshire, ou est-ce qu'il enfreint la loi du Congo? Voilà. Par exemple. On laissera Reza évidemment choisir. On verra évidemment comment se place le curseur de la loi. Visiblement, la loi, c'est lui, comme le Judge Dredd Elon Musk, et on risque de revoir tout un tas de personnes. On est assez OK pour dire que si tu t'es fait ban de Twitter, généralement, c'est qu'il y a tout de même des raisons. Après, les gens peuvent changer. Tu te souviens, le président de la République, j'ai changé. Je ne suis plus le même homme. Ouais. Ce n'est plus comme avant. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Tout le monde a le droit à une deuxième Même chance. Donald Trump. C'est pas vrai. Hors contexte, évidemment, pour Snapchat, hors contexte. Évidemment. Mais T'as le droit à une deuxième chance, là, si tu veux. j'ai le droit à une deuxième chance. Maintenant, là, tout de suite. frère. Non, moi je suis pour la liberté d'expression, mais j'avoue qu'il abuse un peu. Je suis pas très fan de ce que fait Elon Musk là avec Twitter. Je suis pas très fan du personnage. J'aime pas la façon dont il se met en avant à travers ce rachat. Tu vois, il y a ce côté un peu gourou. Elon Musk, je vais débanner les gens et machin et trucs. Et tu sais que la loi, de toute façon, ça va être la loi américaine. Donc en plus de ça, nous on la connaît pas très bien. C'est vrai. Ça va pas s'appliquer sur tous les territoires de la même façon. Mais ouais, je sais pas. Je sais qu'Yas encore va récupérer son premier compte du coup. Ah putain, depuis quand il en a fait 15 000 des comptes, mec. Du coup, il va pouvoir récupérer ses 10 ou 15 comptes de l'arc où il se faisait ban par Twitter France juste pour être sur le réseau. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Ouais. Je sais pas si Twitter de toute façon peut être un réseau régulé. Ça paraît si difficile, même avec tout ce qui a été mis en place ces dernières années. Et là, il y a un énorme pas en arrière qui est fait, certes, mais quand tu vois l'état dans lequel était déjà le réseau, de toute façon, est-ce que c'est vraiment pire que ça? Je sais même pas, honnêtement. À ton avis, bonne ou mauvaise chose, donner une seconde chance à tous ceux qui sont bannis? Alors, je rappelle que ça leur donne pas un totem d'immunité en cas, évidemment, d'enfreint des règles de bienséance d'utilisation du réseau social. Le ban pourra revenir, parce qu'il y a quand même encore 10 modérateurs chez Twitter encore employés, sachez-le, et ils se feront évidemment une joie de passer chaque message Au crible. problématique au crible et au peigne fin. Ouais, au peigne très fin. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a des gens qui sont fait ban pour pas forcément des choses pertinentes. Il y a forcément dans tout le lot des personnes qui ont été bannies, enfin, on va dire des innocents, mais des gens qui auraient peut-être pas pris la max pour si il y avait un tribunal populaire qui, par exemple, se mettait en place. Ce qui est plus problématique, c'est les personnes. Et tu disais Donald Trump. C'est vrai que par exemple, c'est lui finalement qui fait le plus de bruit, j'ai l'impression. Disons que C'était quelqu'un de puissant sur Twitter quand même. ouais, mais le souci au-delà de sa puissance, comme Elon Musk, tu parlais de gourou, c'est vrai qu'en fait Elon Musk, au-delà d'être riche, c'est un influenceur finalement. C'est un des plus Oui. gros influenceurs de la qu'on planète parle Terre. comme tel, donc, donc, oui. à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça devient compliqué. Mais en fait, alors c'est pas une source, t'inquiète frère, pour le coup. Mais j'avais lu justement toute une flopée de tweets qui expliquaient qu'en fait, depuis que Donald Trump n'est plus sur Twitter, il y a 73% de désinformation politique en moins. C'est-à-dire que ce mec-là, en fait, il floudait tellement de la merde que tout était faux, qu'il fallait toujours fact-check, debunk. Et du coup, c'était bien qu'il soit plus là. Non pas parce que c'est Donald Trump, tu vois. C'est juste qu'il disait que des bêtises, que des mensonges et que ça influait sur la politique, qui est normalement quelque chose d'assez important et qui est très utile, notamment pour une des premières puissances mondiales. Donc, tu vois, c'est plus ça qui fait que faire revenir Donald Trump, c'est chiant. Mais peut-être que, comme Saddam Hussein dans South Park, I can change. Peut-être qu'il a changé, ce bonhomme-là. Hein. Si vous avez vu South Park, le film, vous savez de quoi je parle. En l'occurrence, OK pour la deuxième chance. Mais par contre, si gros commence à dire n'importe quoi, il faudra le reban dans la foulée. Le seul souci qu'il y avait avec le compte de Trump, bon, déjà, évidemment, c'était sa stature de président des États-Unis et le fait qu'il était certif. Et comme aujourd'hui, tout le monde peut être certif avec un abonnement, il y a toujours cette distinction de la vraie certification, non? Mais Elle est subtile. Elle est très la fake news. Le souci avec Trump venait du fait que c'était un compte certif, surtout, et qu'il était président des États-Unis. Parce que, bon, en soi, la désinformation, ça existe, chacun dit ce qu'il veut. Je trouve que la liberté d'expression, c'est quand même quelque chose d'important et qu'on a peut-être tendance à perdre un petit peu sur les réseaux. Mais ouais, c'est tout le système de vérification et puis malheureusement, le peuple américain a élu un mec comme ça, donc qu'est-ce que tu veux y faire?
Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Si t'as pas, si t'as déjà, un doute, c'est que t'as si pas de c'était- doute. Déjà, Si c'était- non, mais si est-ce que c'était vous- accompagné- Est-ce que vous comptez quitter le réseau? Il y a eu Non. beaucoup de personnes. Évidemment que non. Il y parce a que- eu beaucoup de personnes qui ont quitté Facebook suite aux affaires de partage de données durant les présidentielles américaines. Ça Ouais. existe, tu vois. Quitter Facebook, est-ce que c'est possible de Mais quitter c'est- Twitter? c'est Il y a un- beaucoup de personnes aujourd'hui qui quittent le réseau social et qui Mais annoncent oui, la mais fermeture de quand leur c'est compte. pas ton outil de travail, je dis pas, mais moi c'est C'est mon leur outil de travail aussi. Mais non, mais mec, quand t'es créateur de contenu, ce que je suis, et avec ce qui se passe en ce moment, genre quitter Twitter, c'est ma mise à mort, littéralement, autant que je retourne tout de suite à la vie civile, en fait, que je retourne dans le cinéma à louer des caméras. Non, je peux pas quitter Twitter. Même si. Et ça fait partie justement des choses pour lesquelles. On s'auto-bute, mais tu vois, même si tu as des convictions, parfois tu n'es pas en accord avec tes propres convictions, comme les gens qui veulent sauver la planète parce que sont à fond dans l'écologie, mais qui doivent prendre l'avion de temps en temps et puis ça les torture, ils peuvent pas dormir de la nuit. Là, c'est pareil pour moi. J'aurais bien voulu, éthiquement parlant, quitter Twitter, mais la vérité, c'est que je ne peux pas quitter Twitter Très parce bien. que sinon, moi, pour mon taf, c'est finito. Après, moi, Simplement. Par les boules, par Elon. Suri, tu quittes Twitter? C'est l'annonce aujourd'hui. Bah non, on va dire, je peux pas, parce que comme l'a dit Ali, ça fait partie de notre taf, et ça fait des années qu'on travaille ces comptes Twitter, qu'on essaie de construire une communauté, et là, tu te dire, ok, je change de réseau social, c'est repartir de zéro complètement. Alors après, si Twitter ferme, si c'est vraiment la foire à la saucisse, comme c'est en train d'être le cas, bon, il y a peut-être un moment donné où tout le monde va dire, parce que j'ai vu pas mal de monde dire, oui, venez me suivre sur Hive ou des trucs comme ça, d'autres réseaux sociaux. Le Hive. Le Il y a toujours fameux eu Hive. ça, il y a toujours Et eu on ne ça. sait pas si ça va vraiment. Le Telegram avec sortir de- WhatsApp. Telegram. Le nombre de gens qui ont désinstallé Telegram après le drame à WhatsApp est fou. Donc il en faut quand même pour faire migrer tout le monde d'un réseau social. Et puis de toute façon, le problème reste le même, c'est que peu importe le réseau, c'est les gens dessus qui sont le souci. Donc ça changera pas. Si tout le monde part, peu importe la destination, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc non, je sais pas. Moi, je quitterai pas Twitter. En tout cas, c'est un outil que j'aime bien, que j'utilise. Et je ne suis que les gens de la sphère gaming, streaming, Réussi sport, à créer etc. ton cocon, ta safe room Bah, sur Twitter. non, parce que t'as forcément des gens qui vont aller te partager. Tu vois, je tombais sur les tweets de Trump, je tombais sur les tweets de Kanye et tout, machin, mais je sais pas, moi je prends pas mal de distance par rapport à ça parce que je m'y expose un peu moins aussi. Je vais un peu moins aussi sur le réseau de façon naturelle depuis quelques temps. Et je suis plus passé côté Insta et tout, TikTok beaucoup. Et c'est vrai que Twitter, je regarde de moins en moins, mais c'est un réseau que j'aime bien, honnêtement. Donc je partirai. Voilà, sauvons-nous le soldat Twitter. On verra en tout cas si cette vague de unban ne va pas entraîner des vagues d'immenses problèmes. Qui sait, peut-être aussi des départs de ceux qui devront muter à tout va leur compte. À savoir, évidemment, tous ceux qui ont eu des problèmes et qui ont fait ban les comptes. On verra comment ça va se passer. Réponse la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. On a tellement hâte, c'est absolument incroyable. Twitter va-t-il survivre à tout ça? On n'en sait rien, mais en tout cas, comme on l'a dit ici, difficile de s'en passer. La next-gen est déjà en marche, les amis. Vous savez qu'on ne parle plus de next-gen Cette aujourd'hui transition. pour parler de la PS5 Series. Ça n'est plus le bon sujet. On parle de current gen, 2 ans après, avec des consoles disponibles vraiment absolument partout, à un Évidemment. prix absolument raisonnable. Eh bien, on peut évidemment parler de current gen. Malgré cela, on envisage déjà la prochaine génération de consoles. Alors, rien de très étonnant. On sait que les jeux aujourd'hui demandent 5-6 ans de développement, souvent pour être accouchés en bonne et due forme. Du coup, c'est toujours un peu au cœur de cette bataille pour le rachat d'Activision Blizzard que certaines infos fuitent sur les prochaines générations de consoles. On sait qu'elles sont aussi un axe majeur de la domination de tel ou tel manufacturier. Le sujet de Call of Duty a un peu fuité en évoquant la durée à laquelle Call of Duty serait encore dispo sur PlayStation. Microsoft a offert de continuer à rendre les jeux Activision disponibles sur PlayStation seulement jusqu'en 2027. Donc tu vois, entre le discours « oui, les Call of Duty resteront sur PlayStation » et « les Call of Duty resteront sur PlayStation 5 », sous-entendu pas la 6, c'est évidemment pas le même discours, mais les deux phrases, si tu oublies le numéro, sont justes. Évidemment, ça n'est pas un mensonge.
n'est par omission. Continue avec, au moment de lancer la prochaine génération de consoles PlayStation, ce qui arrivera autour de, il faut pas le dire, mais 2027, SIE aurait, donc Sony Interactive Entertainment, aura perdu l'accès à Call of Duty et à d'autres titres Activision, la rendant extrêmement vulnérable à une bascule des consommateurs et à la dégradation ultérieure de sa compétitivité. Alors l'année évoquée par Sony a été évidemment bipée. Je peux pas dire ce mot biffé, là, ça me fait penser à des choses horribles. C'est affreux. Ouais. Biffé. Biffé, ouais. Tu connais Ça le mot existe, biffé ça Oui, biffé, ça veut dire. Biffé, c'est. C'est-à-dire rayé. Rayé, ouais. Rayé C'est avec français des C'est gribouillages, français, tu vois. c'est français, Oui. c'est français, complètement Enfin, français. j'entends ce mot. Ouais. Et attention à ne pas ajouter une seule lettre. Bah ouais, c'est Tu parles de la lettre L. Oui. Non. Ok, d'accord, c'est pour être sûr. Biffé, biffé. Qui, lui, est un mot qui n'existe pas. Ça devrait être l'inverse. C'est vrai. Quelle vie de voyou. Non, mais cette vie est absolument incroyable. Donc voilà, évidemment, la date a été un tout petit peu masquée, mais on peut en déduire des sources japonaises qu'il s'agirait de 2027. Le cycle de vie des consoles, donc on sait sorti. Pas beaucoup quand même. La next-gen, c'est quoi? C'est 2020, c'est ça? Ouais, 2020, 7 ans. Ouais, 2022. c'est fin 2020. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que la next-gen est sortie, commence à être disponible. On parlerait de 2027, soit un cycle de 7 ans. Ok, Google, c'est comme toutes les autres générations de consoles. Rien de nouveau, évidemment, sous le soleil. Tous les 7 ans, ça change. On aurait pu penser, cela dit, à une accélération du processus de remplacement des nouvelles générations. Ça ne semble pas être le cas. Le cycle de 7 ans semble encore être confirmé. Alors, 2027... Visiblement, PlayStation envisage d'ores et déjà de faire tout de même une PlayStation 6. Est-ce qu'en 2027, le modèle de la console surpuissante, unique, pour faire tourner des jeux vidéo sera encore d'actualité, Adibou, à ton avis? Pour moi, ce sera la dernière, je vais dire la dernière ou l'avant-dernière, mais c'est facile. Donc, je pense que la PS6, ça sera la dernière console comme ça. Je pense que les guerres de consoles, ça va être finito et qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt pour moi à avoir un hardware fixe chez toi qui coûte en plus les yeux de la tête, alors que Xbox à côté est en train de matraquer le Game Pass, le Keystone qui sera juste un dongle que tu mets sur ton téléviseur et qui coûtera genre 4 fois moins cher qu'une Xbox Series X et oui c'est X je crois. Donc pour moi ça sera la dernière. Je sais pas si en revanche Xbox va l'accompagner dans ses pérégrinations ou si PlayStation sera finalement tout seul d'une guerre dont il est seul maître et du coup il pourra planter son drapeau je ne sais pas où. Nintendo bon c'est toujours à part, on les laisse de côté. Donc je pense que ça sera vraiment la dernière vraie console de Sony, qu'après tout va changer. Je vois plus trop d'intérêt à avoir des consoles finalement, surtout avec tout le cloud gaming qui marche de mieux en mieux, avec des services de plus en plus adaptés, Xbox qui va amener son pass Family and Friends. Enfin, pour moi, tous les indicateurs sont au vert pour arrêter le hardware qui en plus coûte ultra cher, les matières premières ont augmenté, il y a aussi des problèmes d'acheminement. Et on n'est pas en 2027 encore. C'est, tu vois. c'est un délire, mec, c'est juste un délire. Donc à moins qu'ils aient trouvé des solutions miracles avec d'autres matériaux, j'ai l'impression que c'est... De toute façon, les consoles se vendent à perte. Donc j'ai l'impression que c'est un puits, un gouffre sans fond dans lequel il faut très très vite s'en aller. Et Xbox a été le plus malin en sachant ce qu'il fallait faire. Ouais, skipper, la PlayStation Je se vend sais, quand même skipper. ultra bien aujourd'hui. Les jeux exclusifs PlayStation cartonnent plus que jamais. Tu sens la hype retomber en 5 ans là? Non, et puis c'est même pas une question de hype, je pense, c'est une question de réalité dans le monde aussi. C'est que nous, on est un petit peu biaisé par notre point de vue. Tu vois, on habite dans un pays développé, dans une ville qui est tout équipée en fibre, machin. Il y a des endroits en France qui n'ont pas la fibre, il y a des endroits en Europe qui n'ont pas la fibre. Les États-Unis sont très mal couverts encore par la fibre. D'expérience, quand j'habitais plein cœur de Los Angeles, j'avais une connexion internet à 30 Mbps et je peux te dire que ça, tu fais pas tourner du cloud avec ce truc. Ouais. Et c'était il y a 2 ans. Donc, je pense que la réalité du monde fait que aujourd'hui, le cloud n'est qu'un doux rêve, je pense, pour dans 7 ans. Et on n'aura pas des fibres max dans tous les pays du monde et encore moins même dans avec les, des dans les pays réseaux moins sans développés. fil type 5G, t'y crois pas? Bah non, parce que moi la 5G je l'ai sur mon téléphone et honnêtement ça me permet pas de faire des trucs de fou furieux non plus. Alors je sais pas quel type de 5G on a en France, surtout chez certains opérateurs, tu vois, qui sont pas l'opérateur historique. Mais ouais, moi je crois pas que dans 5 ans l'intégralité du monde aura de la 5G à balle, aura de la fibre à balle. Donc le hardware on peut pas s'en passer d'ici là. Et parce qu'il y a tout plein de pays dans le monde où ça achète quand même des consoles et où les connexions internet sont pas folles et t'as même pas besoin d'aller très loin dans le monde. Il y a des endroits en France où c'est même pas possible. Donc
Alors on vous pose la Je pense question que tu te tires une énorme balle dans le pied de de ne pas faire Ouais. La solution. Ils la vont être obligés solution de proposer du hardware. Genre Sony va le faire parce que historiquement, c'est leur cam. Microsoft doit être obligé parce que sinon ils retournent sur une politique à la Xbox One 2013. On a vu comment ça Tout à marche. fait. Après, on peut envisager un hardware qui évolue plus rapidement, un peu comme nos smartphones ou Ouais. nos ordinateurs Bien portables. sûr. Ce que, franchement, les générations de consoles n'ont pas trop fait. Ils font un peu des générations pro de l'escroquerie. Et ensuite, après, on change globalement de génération de consoles. Vous avez le sondage dans le chat. La prochaine génération de console, à mon avis, sera plutôt cloud, plutôt physique. Suri, de ton côté, est-ce que tu crois encore qu'en 2027, les consoles peuvent s'imposer? Et surtout, est-ce que les gens auront un budget pour ça? Bah, à vrai dire, c'est surtout, je vois 2 points. C'est que d'un côté, tu as cette idée de il faut quand même avoir les consoles parce que dans les, dans les habitudes de consommation, tout le monde est habitué à avoir sa petite console dans son salon, etc. Et je pense que c'est une habitude qui va être très difficile à perdre. Et ça demandera, je pense, c'est pas à partir de 2027 qu'on va te dire ok, la console, elle est full dématérialisée et vous faites avec. En vrai, je suis assez d'accord. Ça va arriver En vrai, je suis progressivement assez d'accord. au fil des années. Mais après, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a une part de nécessité, mais il y a aussi cette idée de ok, on dit 2027, mais est-ce que ce serait pas après? Parce que là, avec la pénurie, bon, j'ai l'impression que ça a retardé un petit peu l'arrivée de cette next-gen qu'on disait à l'époque, avec la PS5 et la Xbox Series X. Éventuellement, ça a allongé un petit peu le cycle de produit. Et quand tu vois par exemple la Switch qui a des années et qui continue de vendre des palettes entières, tu te demandes en fait, ok, sur quel créneau on peut se caler? Est-ce que c'est sur la performance? Est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une différence avec la PS6 et la PS5? Ou même une autre console Nintendo, par exemple? Est-ce que ça peut être différent de la Switch? Le problème, c'est que là, actuellement, je pense pas vraiment qu'il y ait de possibilité de le faire et ça n'aurait pas de sens de partir directement sur une nouvelle console. En revanche, On ne sait pas qu'en 2027, tout le monde aura des PC dédiés au gaming. non, parce que c'est tout aussi compliqué de se faire un PC aujourd'hui que de trouver une console. Et ça reste toujours un plus gros budget. C'est pas un sport accessible, hein. Le PC, honnêtement, c'est vrai. très très cher de faire une belle config. C'est vrai. Surtout aujourd'hui avec les ruptures. C'est vrai. Mais en revanche, moi, je pense que Microsoft, je vois bien Microsoft faire ça, et je sais pas si Sony en aura ni les capacités ni l'envie, mais je pense que la prochaine génération sera peut-être celle où il faudra jouer sur les 2 tableaux, où Xbox doit présenter xCloud comme un vrai service gaming existant qui remplace une génération de consoles, etc., tout en sortant du hardware pour les pays, les régions, les villes qui peuvent pas se permettre le luxe de jouer sur des fibres de cochon. Donc, mais par contre, ça pourrait être une solution qui permettrait de désengorger un peu la demande de hardware et peut-être de faciliter C'est ça, aussi c'est- les moyens des gens via abonnement. Tout est une solution d'équilibre. Le ouais, tout est c'est de ça. savoir où en est le marché du jeu vidéo aujourd'hui. Ah. A-t-on atteint le maximum du marché du jeu vidéo, on va dire console, ou le cloud va-t-il ouvrir un nouveau marché? Si on a atteint un peu le maximum du marché console, le cloud remplacera inévitablement une partie du marché physique. Et à ce moment-là, est-ce que les manufacturiers aujourd'hui peuvent vivre avec moins de ventes de consoles, là où, quand il y a des pénuries, visiblement, c'était déjà très dur. Alors, je vous rappelle qu'il y a 20 millions de PS5 qui se sont vendus en 2 ans. C'est hallucinamment beaucoup, malgré l'ensemble des pénuries. C'est Et clair. malgré ça, les consoles augmentent de prix. Sony semble perdre de l'argent sur les ventes de ses consoles. Et eh bien, tous les prix du jeu vidéo a augmenté. Ça semble difficile à maintenir quand même. Il faut toujours vendre plus. Bah, c'est la course à plus de pognon, c'est la course à être dans le vert finalement, et il faut trouver des solutions. Donc, moi, je sais pas, honnêtement, je pense que ça va vraiment changer. Pour moi, vraiment, la dernière vraie génération où tu vas vraiment avoir ta console dédiée, très belle, le gros monolithe, etc. Ça va être avec la PS6, et si après des PS7 ou des Xbox, je sais pas comment ils vont s'appeler, ça sera vraiment comme le format Keystone. Je trouve que c'est vraiment un format qui est hyper intelligent, où tu vas bénéficier bien finalement d'une machine qui fait la taille d'une clé USB, grosso merdo, hein, j'exagère, et que tu branches et qui va t'aider à mieux gérer finalement les jeux que tu vas acheter en dématérialisé. Mais je vois plus les Blu-ray, les machins, tout ça, je pense que ça va être vite dépassé. Par contre, ça va être dans l'entièreté du cycle, c'est-à-dire que tu as encore les 5 ans aujourd'hui, plus les 7 ans de la PS6, et après, il y aura une petite révolution dans cette industrie. Après, voilà, c'est ma tech éclatée du jour. TPK n'est pas là, il faut bien quelqu'un pour en faire une. C'est pas Donc faux. voilà, moi je suis plutôt partant là-dessus. Et puis aussi, moi j'étais vraiment, encore une fois,
un gars, quand il a vu le dématérialisé arrive, en mode mais c'est de la merde, on veut pas ça, Pareil. on n'aime pas ça, c'est nul. Et frère, en 10 Je ans, râlais contre les DLC. en vrai, c'est génial. En 10 ans, Voilà, je ne quoi. retourne presque plus en arrière. C'est ça. Voilà. Je garde un peu de physique pour la collection, mais vraiment, Et vraiment encore. pour la collection. Et encore. Et après, j'achète mon jeu. Bah, si Mais dans parce 5 qu'on ans, est- tu peux plus le jouer. On n'est plus dans une dynamique On de revente. Après, tout le monde sait aujourd'hui que Non, mais après, le t'as physique est peut-être un pas- camouflet. Non, mais il y a des NFT pour ça, Ken. Non, le T'inquiète. physique, c'est pas vraiment un camouflet, hein, parce que via Grande Surface, t'as aussi possibilité d'acheter tes jeux moins chers quand Oui, même. c'est vrai. Parce que je parle de camouflet dans le sens où ton jeu n'est pas réellement disponible Ah oui, dans- bien sur sûr. le support Ah oui, physique oui, que tu évidemment. achètes. En vérité, il est sur Internet à télécharger et le jour où bah, tu vends ton jeu mais que l'Internet a décidé de ne pas te vendre la mise à jour, t'as pas de jeu en fait. Ouais. Et c'est vrai, aujourd'hui, les derniers jeux, s'il n'y a pas l'Internet qui va derrière pour te le télécharger, t'as pas de jeu. Non. Point Ouais, final. c'est vrai que le nombre de jeux qui requièrent Internet, même si tu joues en solo, Oui. c'est Oui. démentiel. C'est démentiel. Genre, t'es obligé de te connecter à un truc et après, tu peux jouer en Et solo. parce que ça prend une place qui est monstrueuse. Le Blu-ray, tu vois, on nous l'a vendu comme étant un support qui pouvait te faire à la fois tenir 4 fois un DVD, je crois, à la base. Si tu fais le calcul, sur 360, on se retrouvait avec des GTA V qui tournaient entièrement sur CD. Il fallait 3 CD. Ouais. Du coup, ça tient sur un Blu-ray, sauf que ça, c'était il y a déjà 10 ans. Ouais. Donc, si tes jeux, ils étaient réellement intégralement sur Blu-ray, bah, tu te retrouverais aujourd'hui encore avec des CD sur double Il y a une Blu-ray. crise, il y a une triple crise, il y a une crise Blu-ray. du support qui Ouais. n'est plus assez adapté en fait à la Ouais, taille ouais. des jeux. Donc oui, c'est vrai que les CD ne sont que des clés de jeu, hein, finalement. Ça ne sert qu'à ça parce que je vois pas un jeu que tu télécharges à 150 Go sur un store tenir sur un Blu-ray. Écoutez, 2027, Pas expert, on mais- verra évidemment si la next-gen sera physique des maths. On parle de quasiment tout des maths pour la prochaine génération Slim et Pro de consoles de jeux. Donc, arrivé à ça, dématérialisation de la machine elle-même, il n'y a évidemment qu'un pas, quoi qu'il arrive. Eh bien, voilà, vous le savez, il n'y aura peut-être plus Call of Duty en 2027 sur PlayStation, mais comme il n'y aura peut-être plus de PlayStation, ce ne sera pas si grave. Peut-être chronique avant ça, dernier sujet, on va parler d'un sujet sensible, hein. Les auteurs possèdent-ils leurs œuvres? C'est un peu la question que l'on se pose ici, suite aux propos de Hajime Isayama, auteur de Attack on Titan, alias Shingeki no Kyojin. Fait toujours un peu mal, parce que SNK, la Shin Nihon Kikaku, évidemment, un studio de jeux vidéo extrêmement populaire à une époque. Et aujourd'hui, dès que tu tapes SNK, tu vois des titans dans des murs. Et t'es convié, tu vois, à l'animé animé de New York City, ouais. Et c'est à donner, tu vois, une séance de questions-réponses. Il a présenté ses excuses aux fans concernant la fin du manga. Fan de Shingeki, t'es là, pourquoi on a terminé le manga comme ça? Il est nul. Eh bien, je suis sincèrement désolé, Anthony Gomenasai. Voilà, vraiment, je n'avais vraiment pas l'intention de terminer le manga comme ça. Si, il a l'intention de terminer comme ça. La conclusion du manga, je vous rappelle, qui est sorti, eh bien, il y a quelques temps, a fait pas mal de bruit. C'est vrai que peu de personnes ont apprécié comment se concluait cette série. Elle a divisé. Mais bon, est-ce vraiment une raison pour s'excuser de cette fin? Ce n'est pas la première fois. Alors que je crée Attack on Titan, j'étais sous son influence. J'ai tenté de faire d'Eren quelqu'un de bien à la fin. Je doute d'y être parvenu et je lutte encore sur ce point. Je suis vraiment désolé pour cela, Hajime Isayama. Voilà, donc les fans qui ne sont pas spécialement convaincus de ce que devient Eren Yeager à la fin d'Attack on Titan. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les fans et je n'étais pas certain de savoir quoi ressentir à propos de la fin de l'histoire. J'ai eu des moments difficiles et je suis désolé. Je me suis senti mal pendant longtemps jusqu'à rencontrer les fans. Sincèrement, à mon avis, les fans ont dû évidemment lui dire qu'ils adoraient son œuvre, mais certains ont dû justement lui faire passer ces fameux moments difficiles. Pourquoi il en vient à s'excuser? Doit-on s'excuser de la fin de sa propre œuvre? Ça me paraît surréaliste, mais aujourd'hui, la pression des fans est telle. Skipper. À quel point c'est sincère, là, ce qu'il a...
Moi, je connais pas très bien l'auteur, je connais pas très bien la série. Moi, je lis surtout comme il l'a prononcé en japonais, c'est-à-dire, c'est très dur de faire du manga, d'accord. Il a souvent été décrié pour sa qualité de dessinateur, on va dire qu'il n'est pas non plus exceptionnel, pour son scénario qui peut-être n'était pas toujours ultra quali et rondement mené. Bref. Mais il a quand même pondu un hit. Voilà, il a pondu un des milliards de extraordinaire, qui se vend partout dans le monde et qui réussit à fonctionner même aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un grand succès de sa part. Le truc, c'est que on sait que quand tu fais une œuvre, tu veux satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Est-ce que parce qu'on n'a pas satisfait tout le monde, tu dois t'excuser pour ça? Je suis pas d'accord avec le satisfaire pour tout le monde. Je trouve qu'à un moment, il faut quand même respecter ces gens qui sont capables de te pondre des histoires, des univers, des personnages qui font vibrer des millions de gens. Et il faut vouer un respect à ces gens-là, peu importe comment ça se finit, parce que non, l'œuvre n'appartient jamais aux fans. Si t'es pas content, t'écris ta fan en fanfic, tu la partages sur un forum. Let's go. Et si tu fais des likes, t'es content, et puis sinon, tu fais pas chier. C'est des gens qui ont une imagination et un travail qui mérite le respect, et je pense que personne n'est à la place personne ne peut se mettre à la place de cette personne-là pour décider de qu'est-ce que doit devenir une œuvre. Moi, à part quand malheureusement les auteurs décèdent avant la fin, ça c'est encore une autre question. Évidemment. Mais non, je suis contre ça. On a le droit de pas aimer des fins. J'ai adoré Game of Thrones, comme beaucoup de gens. J'ai pas trop aimé la fin. Je crois qu'elle a été validée par. Est-ce que tu t'en es pris aux par auteurs? Martin quand même. Non, je m'en suis pas pris aux auteurs, tu vois. Ah ouais. Ouais. J'ai envoyé des MP. Physiquement. Tout ça. Ah ouais. Physiquement. Ah bah bravo, c'est du joli. Dénonce. J'ai tabassé George R. Martin. Non, mais non, je crois que la fin avait été validée par l'auteur. Alors après, évidemment, toute la polémique, il y avait eu quelques backdash dans tous les sens. Mais les fins sont ce qu'elles sont, et je pense que si on a apprécié une œuvre, on se doit d'être reconnaissant du moment qu'on a tous passé et vécu. Je suis assez d'accord. Dans le cadre d'un auteur de livre ou d'une série de mangas, ils sont souvent seuls à écrire, voire deux à écrire et dessiner. On a donc, c'est difficile de ne pas prendre personnellement un retour négatif des fans. C'est souvent quelque chose qui est très difficile à vivre pour les auteurs. On sait, l'auteur de Hunter x Hunter vit toujours très mal à chaque fois certains retours négatifs sur son œuvre, ce qui l'a poussé à arrêter plusieurs fois. C'est un métier difficile. Le retour des fans, c'est évidemment quelque chose d'important, et c'est ce qui, je le rappelle, drive la vie ou la mort d'un manga au Japon, ce qui est vraiment une pression assez gigantesque. Est-ce que là, après coup, il a raison, évidemment, de pousser? Bah franchement, le truc c'est que, et ce qui paraît plutôt bien résumé dans l'ensemble, genre c'est inadmissible de venir casser les pieds à quelqu'un par rapport à sa propre œuvre. Tu peux exprimer ton avis. Twitter est fait pour ça, les réseaux sociaux sont faits pour ça, les soirées entre potes sont faits pour ça. Donc cette fin-là, je l'aurais préféré, machin. Oui, tu peux, bien sûr. Pour être honnête, moi, mon manga préféré, c'est Naruto. La fin de Naruto, elle me laisse sur ma faim. Demon Slayer, j'adore. La fin de Demon Slayer me laisse sur ma faim. Et en fait, Dragon Ball Z, la fin de Dragon Ball Z me laisse sur ma faim. Et en fait, les Chevaliers du Zodiaque avec Hades, la fin d'Hades, les deux dernières pages, j'étais en mode ok, il y a des bulles, ils s'envolent vers le ciel. Tu vois, il y a à chaque fois. Ça n'existe pas la bonne fin. Mais c'est inhérent. En fait, c'est inhérent. C'est pas que ça n'existe pas la bonne fin. Parce qu'il y a des trucs qui se terminent très bien. Je pense que c'est inhérent au genre du manga à 100 tomes, c'est inhérent à la série à 8 saisons. Quand les œuvres sont trop longues et que tu laisses les gens s'y attacher trop longtemps, et que tu donnes aussi le sentiment de t'écarter un peu des arcs principaux, de ce qu'était l'histoire à la base, parce que ces œuvres, on le sait, elles sont étendues par les méchants éditeurs et les méchants diffuseurs qui viennent te dire il faut rajouter des arcs, s'il te plaît, parce qu'il faut que nous générons de l'argent. Bien sûr. Donc, en fait, c'est inhérent à toutes ces œuvres qui sont trop longues, je trouve. C'est que les fins sont souvent décevantes. C'est difficile de faire une bonne fin sur une œuvre très longue, en vrai. C'est trop dur. C'est trop dur parce que les attentes sont folles. Avec les années, tu as réussi à amasser tellement de gens que de toute façon, tu auras forcément des satisfaits, des non-satisfaits, etc. Et quand tu développes une histoire sur autant de temps, la fin peut pas satisfaire tout le monde. Ou alors tu fais gagner le gentil, et puis voilà. Et dès que tu oses faire quelque chose de différent,
eh ben, tu vas forcément décevoir le grand monde parce que. Je crois mort en la fin de One Piece. Alors, je m'adresse aux plus grands fans de Naruto à côté de moi, évidemment. Hein, Suri, la fin de Naruto a déçu énormément de monde, comme son dernier arc narratif. Peux-tu présenter tes excuses, s'il te plaît, aux fans de Naruto? Écoutez, je n'en ai rien à faire. Tant pis pour vous et bonne soirée. Balek. Ça, c'est grand. Plus que ça, à ton avis, si une fin déçoit, on sait qu'un des premiers gros dramas, évidemment, qui vient très souvent avec la naissance et l'émergence des réseaux sociaux. Hein. Sur une fin de manga, c'est celle de Death Note, hein, qui a été une des premières à créer à la fois un véritable tollé auprès des fans, voire même, il me semble, avoir donné lieu à des excuses de la part des auteurs, ce qui est quand même assez ouf. Mais, bon, excuse, mais on voulait que ça se termine comme ça, mais on s'excuse, ça a déplu. Voilà, c'est toujours comme ça que ça... C'est débile, c'est terrible. En fait, il y a ce besoin de, je ne vais pas dire de reconnaissance, mais c'est vraiment triste pour eux, finalement, de autant prendre à cœur toutes ces critiques négatives, et c'est Bob Dylan qui disait, moi quand je fais une œuvre, elle m'appartient plus. Ce qui fait que quelque part, il se dédouanait de tout ce qu'on pouvait lui mettre dans la gueule, c'est-à-dire moi mon œuvre, je l'ai faite, ma musique, elle est pour vous maintenant, venez pas me parler parce que elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Et peut-être il y a un monde où justement les mangaka, et ça doit probablement être très difficile, ont plus vu la mentalité japonaise, de juste, voilà, ils font leur œuvre, au fur et à mesure, ils écoutent les critiques, etc. Mais quand c'est la fin, mec, tu fermes Twitter et t'en as rien à faire parce que les mecs vivent le manga, il le dit bien. Eren, il est tiraillé, il a envie que ce soit comme ci, comme ça, mais en fait, quand il écrit, c'est pas lui qui écrit, c'est Eren qui continue de grandir, tu vois ce que je veux dire? Il est habité par le personnage. Et du coup, quand l'auteur te dit ça, c'est la meilleure réponse qu'il puisse offrir. C'est pas moi en tant que mangaka, j'ai fait mon œuvre, c'est genre mes personnages ont grandi, j'ai laissé les personnages grandir, tu vois. Tu vas tous les réagir, Skipper. Ouais, je Alors pense que le sondage après... dit non, hein, les auteurs ne doivent pas s'excuser à 90%. Ouais, bien sûr. Tu as raison. Après, il y a aussi parfois où dans tout processus créatif, tu as des doutes, tu peux te retrouver devant la page blanche, tu peux accoucher aussi d'une fin que tu peux regretter, ou d'un cheminement que tu peux regretter. Et effectivement, à ce moment-là, si en plus de ça, c'est mal accueilli par les fans, tu peux te sentir terriblement déçu déjà par toi-même parce que t'as pas fini ton œuvre de la bonne façon, et aussi parce que les gens qui t'ont suivi et qui ont fait de toi la personne que tu es sont déçus également. C'est une énorme pression de terminer une œuvre comme celle-là. Et je pense que certains peuvent, déjà pris par l'enjeu, peuvent divaguer un petit peu de ce que pouvait être la fin telle qu''imaginée de base, où tu peux te retrouver face à je sais pas comment finir ce truc. Et c'est une responsabilité qui est folle, et parfois juste ça marche pas en fait. Tu t'imagines un truc, t'y vas, tu publies, et puis des années plus tard tu te dis pourquoi j'ai écrit ça? On aura l'occasion évidemment d'en parler un peu. Ça peut arriver aussi. C'est pour ça que je te questionnais sur la sincérité des propos. Est-ce que c'est juste de la pression de fan, ou est-ce que lui aussi... C'est de la pression de fan aussi, mais c'est surtout un manque de confiance. C'est pas des auteurs qui sont vraiment confiants d'eux. Ils sont aux antipodes, par exemple, de certaines stars américaines ou de Elon Musk qui fait ce qu'il veut. Et puis, de toute façon, ils pensent qu'ils ont raison. Ils sont toujours dans la mentalité « Ah, mais... ça se trouve, demain, tout s'arrête. Ce que je vais faire, c'est de la merde. Il faut continuer à être... en fait, ces gens-là. C'est un peu des créateurs de contenu. C'est un peu des créateurs de contenu. Et donc, on va dire, ils vivent une pression qui sont comme ça. On va enchaîner, du coup, avec la suite de cette émission et la première chronique de l'émission, avec Skipper, qui va nous parler manette à palette et voir si bien les prix sont justes pour ces manettes gamer ultra technologiques. C'est parti. Voilà, doit-on s'excuser pour la fin des manettes aussi, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que Sony doit s'excuser pour 250 € la manette? La moitié du coût de la console. 240. C'est plus la moitié, puisque la PS5 coûte 550 € désormais. Aux États-Unis d'Amérique, parce que comme Xbox est très concurrentiel, ils ont augmenté. Ça devient l'Apple du jeu vidéo, en fait. Ils sont forts, Sony, quand même. Tiens, je vais me prendre un petit peu de chocolat. Vas-y, prends-toi un petit peu de chocolat. Je l'ai pas volé. Ça fera 12 €. Skip, tu t'y connais beaucoup en manette à palette, et normalement en support gamer gaming. Un peu la tier list de tout ça.
point de vue là-dessus, on t'écoute. Effectivement, comme tu le disais, fervent utilisateur de manette à palette, parce que grand joueur de Call of Duty, évidemment. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de comment c'est né ces trucs-là. Oui, c'est vrai ça. Parce que c'est né avec Code, justement. Pour vous expliquer en quoi je trouve que 240 €, c'est quand même compliqué. Donc, il y a quelques semaines, Sony a annoncé la DualSense Edge, son modèle pro aux commandes. Personnalisable, elle est effectivement très belle avec, on le voit sur le petit trailer, des petites palettes à l'arrière. Alors pour ceux qui savent pas, les palettes c'est des boutons juste à l'arrière de la manette qu'on n'a pas sur les manettes de série qui sont fournies avec les consoles. T'as des trigger stops qui te permettent de modifier la course des gâchettes L2 R2 pour tirer plus vite. Ça te permet de vraiment toucher le point où la manette envoie le signal et du coup tu vas pas jusqu'au bout, tu perds moins de temps, tu vas tirer un tout petit peu plus vite et des sticks interchangeables. Tout un tas de fonctionnalités bienvenues lorsqu'on sait que la concurrence propose des produits de ce type depuis plusieurs années maintenant, mais c'est son prix qui fait grincer des dents parce que même si cette manette telle qu'on vous la présente, elle peut ressembler un petit bijou de technologie, tu le disais, elle est jolie, il y a de la techno dedans, il y a un petit câble tressé, bon très bien. Le trailer est cool. Excellent travail. Je vais vous expliquer pourquoi 240 € c'est vraiment abusé. Pour cela, tout d'abord un petit peu d'histoire, on va remonter à il y a 10 ans. Ouh, ok. T'es pas joué déjà à Code il y a 10 ans. Je jouais déjà à Code évidemment. La première fois que j'ai entendu parler d'une manette à palette, perso, c'était dans cette vidéo qui va peut-être vous parler. Vous vous rappelez de bons souvenirs si vous suiviez le YouTube francophone du début des années 2010. Il a laissé l'intro et tout. C'est évidemment. Les feels. C'est fou. On y voit du coup Monsieur le V12. Hein, ça s'affiche sur votre écran. Grand YouTuber de l'époque. C'était un peu Call of Duty qui dominait le YouTube de l'époque avant que Minecraft vienne exploser la moitié de la plateforme. Mais c'est une F430 sur son trailer. J'en ai aucune idée, Ken. Du coup, c'est un V8 à l'intérieur. Il est complètement con, ça. Un V8 Alors, je pense que la scène cinéma 4D, vraiment, à l'époque, était vraiment le dernier de ses soucis. Alors, peut-être, Monsieur le V8, du coup, peut-être. Voilà. Il y a du dos, là. Un bisou à Karim, évidemment, que j'aime beaucoup, et qui était accompagné à l'époque d'un petit jeune que peu connaissait encore à ce moment-là. Vous le reconnaissez évidemment, c'est Gotaga. À l'époque, il vient tout juste de démarrer YouTube, mais ça fait déjà 5 ans qu'il est joueur compétitif sur Code. C'est aussi le moment où les premiers youtubeurs à succès se font sponsoriser par des marques, et au moment où ça recordait des gameplays en résolution douteuse avec des micros de la fête foraine du coin. Vous vous doutez bien que c'est pas encore Bouygues Télécom qui s'intéressait au contenu de ces gars-là. Donc, pour le coup, c'était plutôt des entreprises comme Scuf Gaming ou Burn Controllers, des entreprises respectivement. Ils existaient déjà à l'époque. Ouais, américaines et françaises, qui venaient de se lancer dans la conception de manettes modifiées. Donc, Gotaga, il utilisait ça depuis un moment de par son métier, joueur compétitif, et Monsieur le V12, qui voulait performer sur Code, utilisait également ces fameuses manettes modifiées. À l'époque, ces deux entreprises, elles répondent à un besoin. Celui des joueurs de FPS, console, principalement sur Call of Duty, mais aussi Halo, aux États-Unis, l'air de rien, de pouvoir jump shot, donc sauter en tirant, ou drop shot, s'allonger en tirant, ce qui permet de créer une fourberie, tu vois, de mouvement pour être plus difficilement touchable. Traduisez tirer en sautant ou en s'allongeant, mais du coup, tu avais besoin de lâcher le stick de visée. Ouais, c'est toujours ça. Le stick de visée, c'est ton pouce droit. Exactement. Et ces fonctionnalités-là sont sur les boutons. Sont sur les parties à droite. Au pouce droit. Ça, c'est un problème que tout joueur console a toujours eu, quel que soit le jeu. Et d'un point de vue compétitif, c'est une aberration de lâcher un stick de visée sur un FPS pour jump shot ou drop shot. Alors pour remédier à cela, malheureusement j'ai voulu apporter ma manette, sauf que en ce moment c'est pas très rangé chez moi. Ah, tu l'as pas retrouvé? Pas retrouvé. Je l'ai pas retrouvé. Ah ouais, encore. Appelons, c'est du propre. Appelons, c'est du propre, évidemment. Alors, pour remédier à cela, au début, les joueurs pros, ils avaient trouvé une technique, c'était le claw. Je sais pas si ça vous parle. Ah ouais, moi je jouais comme ça. Voilà, l'idée, c'était de jouer avec l'index sur les boutons A, B, X, Y, ou croix, rond, triangle, machin, et d'appuyer sur la gâchette de tir avec le majeur. Quel enfer! On jouait que comme ça, hein. C'était obligatoire. Ouais, une espèce de griffe qui te file des tendinites de fou furieux. Et pendant très longtemps, il y a des joueurs pros qui ont
on jouait comme ça. Là, on voit Scump quand même. Pas encore champion du monde sur Call of Duty à l'époque de cette vidéo, mais déjà un des plus grands joueurs de l'histoire, le roi du jeu. Et on voit que son Lui, il a une index... scuff, mais il joue en griffe quand même. Hein, c'est un truc de ouf. Bah, lui, c'est un allumé. Mais parce qu'il a commencé en clos et il était sponsorisé par Scuf. Du coup, il a les Scuf, mais il continue de jouer en clos, ce malade mental. Donc ouais, là, on voit que c'est son index qui presse les boutons de saut. Très mauvais pour les ne pinces. Hein. jamais lâcher le joystick de visée. C'était le cas de Ninja aussi, il me semble. Je crois, à l'époque où il jouait sur Halo, il me semble que Ninja jouait aussi en clos. Donc c'était évidemment extrêmement désagréable. Ken, tu l'as pratiqué, extrêmement peu intuitif aussi. Ouais. Bah c'est pareil, on a eu le même problème avec les jeux, on va dire, je sais pas, de combat. Ouais. C'est quand t'as eu 4 boutons de façade, mais que t'as besoin d'appuyer sur 2 boutons en même temps. Sur 2 boutons en même temps, ouais. Ou 3 boutons en même temps. Ouais. Comment est-ce que tu fais ? Bah en fait, avec le pouce, c'est vraiment pas facile. Donc quasiment tous ont joué comme ça. En tape. En crabe. Donc c'est marrant, je connaissais pas on ça. faisait la manette comme ça, mais on jouait comme si c'était un stick et on achetait des manettes 6 boutons de face. Ok. Voilà, pour jouer comme ça. Bon, évidemment, la plupart des êtres humains normalement constitués, même avec l'habitude, c'est quand même très désagréable et c'est aussi dangereux pour les articulations. Faites pas ça. Oui. Il y a plein de joueurs pro console qui se retrouvent à devoir aller à l'hôpital aujourd'hui se faire opérer parce que les mecs ils ont les doigts pétés. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut dépenser 240 € dans une manette pour autant, mais réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Du coup, on a un certain Duncan Ironmonger à l'époque qui avait bien compris que c'était pas très pratique et qui avait surtout de l'oseille à se faire parce qu'il y avait un besoin à combler. Du coup, c'est comme ça que Nescuff Gaming crée un système de palettes arrière, comme sur les volants de voiture, sur lesquels on remappe les touches A et B, qui étaient les touches utilisées sur les FPS pour pouvoir sauter ou s'allonger. A et B ou croix et rond sur PlayStation, évidemment. Alors, au début, c'était très artisanal. Ça s'est professionnalisé avec de l'usinage pour devenir des manettes complètement personnalisables à la fois dans leur design et leur fonctionnalité. Le pendant français Burn Controllers naît un tout petit peu plus tard et en quelques mois, ces constructeurs se mettent à proposer des manettes sur commande avec énormément d'options, la possibilité d'avoir 2 ou 4 palettes derrière, parfois amovibles, les trigger stop réglés avec une petite vis pour raccourcir la course et tirer plus rapidement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, du grip pour améliorer la prise en main, des joysticks à la forme qu'on veut, parce qu'à l'époque, il y avait les crochets Xbox, il y avait les dommés chez PlayStation, il y avait toute une petite Convexe guerre concave, autour vous êtes quel convexe team ou concave, plutôt concave. Plutôt concave. Plutôt concave. Tu pouvais aussi régler ta hauteur de joystick, les couleurs, et puis évidemment, tu avais toute la personnalisation qu'elle allait avec, parce que évidemment, quand j'avais 14 ans, j'aimais vraiment beaucoup l'idée de mettre mon pseudo sur la manette, chose que je regrette un petit peu aujourd'hui. C'était Skipper aussi à l'époque Il y a eu des phases un peu sombres. Hein. Ouais. Il y a eu des phases avec des X et tout. Bon, on va pas on va pas s'étaler là-dessus. Non. XX Dolphin Skipper, XX. Avec un numéro de département derrière, évidemment. Parce qu'il fallait. Donc c'était entre 160 et 250 € selon les options. Évidemment, un produit qui était premium, qui était pour le coup à l'époque fabriqué à la demande, parce que sur le site tu pouvais absolument tout personnaliser et avoir un petit peu un truc à ta sauce. Entre 160 et 250 balles. Ok. De mémoire, tu vois, c'est vraiment comme. Il y a 10 ans, ça fait un prix, hein. Comme les fans d'automobile, c'est qui s'amusent à faire les packs là, à 30 000 € sur le site internet ou à 60 000 € sur le site internet et puis t'achètes jamais la voiture. Moi, je faisais ça avec les manettes. Donc, c'est vraiment la base. C'est le prix dont je me souviens un petit peu à peu près. C'est peut-être pas forcément très accurate. On n'avait pas trop le choix si tu voulais être chaud et que tu voulais pas te péter l'index. De toute façon, il fallait investir là-dedans. Et eux n'avaient pas trop le choix non plus, à mon sens, parce que c'était des entreprises qui achetaient déjà les manettes de base pour pouvoir les modifier ensuite, parce que c'était fait sur les manettes officielles. Donc, tu avais des coûts fixes assez élevés, ce qui expliquait le prix de vente également aussi élevé. Des coûts que n'ont pas les constructeurs, on le rappelle. Pendant des années, Scuf et Burn ont régné en maître sur le marché, mais ça c'était jusqu'à ce que Microsoft vienne bousculer l'échiquier en 2015. Avec la Xbox One, Microsoft croit en l'e-sport et veut développer la compétition sur ses exclus. Très conscient des besoins des joueurs pros sur Halo ou Gears of War notamment, il se lance sur ce marché avec la manette Xbox Elite, que vous connaissez sans doute tous. Une manette pro une des premières vraies officielles à faire ça en fait. C'est la première vraie officielle. Une manette pro avec 4 palettes amovibles
amovible et aimanté à l'arrière, un système de trigger stop super simple avec juste un petit cran de réglage, là où il fallait s'amuser à visser les trucs sur les manettes de Burn ou de Scuff, tête de joystick analogique, elle aussi aimantée, qui permettait d'opter pour la config de son choix entre stick creux, domé, long, convexe, concave, long ou court. Tout ce que tu veux. Tout ce qui était proposé. Ouais, voilà. Il y avait tout ce qui était proposé par les constructeurs indépendants, mais en plus premium, en plus innovant, avec les aimants et surtout en beaucoup moins cher, 150 € contre plus de 250 avec des options similaires chez Scuff ou Burn. Alors elle avait ses petits défauts, parce que moi personnellement je l'avais prise pour la tester. Je me suis retrouvé avec des sticks qui étaient plus trop bien aimantés sur le modem 1. Fiabilité, ouais, terrible. le grip qui se décollait, j'ai dû le recoller à la colle. Enfin, c'était un enfer. Pour le premier modèle, c'est vrai qu'elle manquait un petit peu de durabilité. Je crois que ça a été corrigé par la suite. J'ai pas eu le modèle 2, mais il me semble que ça a été... Moi, j'ai le modèle 2. C'est corrigé, sauf le stick drift. Le stick drift. Il y a un stick drift sur les modèles 2, très connu. Près de 15% des modèles, quand même. Ça dégoûte. C'est beaucoup. Ah oui. Ça dégoûte garanti. Le Joy-Con drift, vraiment le Joy-Con drift. Classique, quoi. Le classique Joy-Con drift. Effectivement. Mais ouais, bon, pour le coup, c'était bien. C'était une première manette officielle. Il y avait aussi une application intégrée à la console qui te permettait de remapper tes boutons comme tu voulais et de faire différents profils. Donc ça, c'était très stylé. C'était possible aussi chez Scuff ou Burn à l'époque. Mais encore une fois, tu vois, fallait ouvrir la manette, faire les trucs. Tu sais, fallait limite faire de l'électronique, tu vois. Donc c'était une galère. Mais voilà, ces manettes qui n'étaient à la base que le résultat d'un petit bricolage pour les joueurs pros de l'époque, elles sont devenues une vraie gamme de produits. Tout le monde essaye d'y aller de sa petite innovation. On a les Trustmaster, on a Astro Gaming qui sort des modèles. Reza vous en a sûrement déjà parlé de la C40. Il ne jure que par ça. À ce moment-là, Sony ne développe pas sa propre technologie et s'associe directement avec des constructeurs comme Nakon, Razer ou Astro avec la fameuse manette C40 qui était un produit licencié officiel PlayStation. Et ouais, donc c'est des manettes sous licence. PlayStation n'a pas son propre modèle, mais il s'associe à ces marques-là. Le constructeur nippon a quand même bien travaillé sur quelque chose de fait maison pour cette génération de consoles. 7 ans après l'entrée de Microsoft sur le marché, Sony sort sa DualSense Edge, une manette qui apporte son petit lot d'innovation, parce qu'on n'est pas là que pour la tartiner non plus. Elle embarque toutes les technologies de la manette PS5, les retours haptiques, tous ces trucs-là. Bon, soit dit en passant, les joueurs pro désactivent les vibrations. Ça, c'est sûr. Pour pas créer une gêne, vous faites ce que vous voulez de cette information. Sauf joueurs pro de sim racing qui n'ont pas les moyens d'investir. On met les vibrations minimum, juste pour savoir si ça drift ou pas. Ce qui est très intéressant, surtout par rapport à ce que tu disais, Ken, tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un module de joystick changeable au complet. Donc si jamais tu as un drift, tu peux racheter tout le module de joystick pour 25 balles. Très cool. Et pas racheter la manette en entier, ce qui est quand même 25 balles, extrêmement appréciable. Et le module ne coûte que 25 €. Ouais, ça peut aller, c'est donc, cher. donc pour le coup, bon, c'est cher pour un stick, mais si ça peut te sauver ta manette à 240 balles, on prend. Donc ça reste quand même un point positif. Pour le reste, Sony vous vend exactement le même matériel que la concurrence avec les mêmes fonctionnalités pour 60 € de plus. 240 € pour une manette, c'était acceptable quand on n'avait pas le choix. Qu'on pouvait pas faire des configurations complètement personnalisées. Qu'on pouvait, se faire des configurations complètement personnalisées avec un design, avec ton pseudo si tu le souhaitais, et des boutons de couleur de ton choix, etc. Et où les constructeurs de manettes devaient eux-mêmes acheter les manettes de Microsoft et Sony pour en faire leur base de travail. Là, on est en 2022. La DualSense Edge, c'est un produit fabriqué en série par Sony, et j'avoue qu'à mes yeux, il n'y a vraiment pas grand-chose qui justifie ce prix. Merci Skipper. En effet, c'est le prix des vibrations haptiques, je pense aussi que l'on paye très très cher. Et de ce pavé tactile central de la manette de PlayStation, dans tous les jeux, obligatoire depuis la PS4 à cause de la rétrocompatibilité qui ne sert à rien du tout. Oui. Effectivement, c'est de la merde. En tout cas, on n'a pas trouvé l'utilité. Ça sert à rien. C'est le bouton Select. C'est de la merde en boîte. Ça ne sert à rien, ça coûte cher à fabriquer. Ça repousse les stars et tout sur le côté, c'est un enfer. Les boutons, c'est vraiment trop chiant. Mais bon, que voulez-vous, elle est rétro-compatible. Allez-vous prendre, en tout cas cette manette, ou possédez-vous une manette pro-contrôleur comme celle-ci sur Is? Même si t'es un gros joueur PC, t'as pas une manette
ou une manette pro avec laquelle tu joues de temps en temps à des jeux un peu La plus- Switch. Ok. Simplement la Switch. La Switch et la manette pro Switch. Donc C'est c'est ça, la juste manette une pro manette Switch. normale. Une quoi. manette tout à fait normale. Voilà, c'est ça. Tu vois, sans palette, etc. Parce que non, les FPS. Mais il sur, existe des manettes à palette Switch, du coup les joueurs de Smash Pro Oui. utilisent des manettes avec justement le stick modifié pour pas qu'il y ait trop de latence dans les courses, etc. Ouais, ça existe sur Switch aussi. J'ignorais. Ouais, pour Smash, les manettes pro comme ça, elles existent. Mais toi, t'en as pas. T'as Non. juste la classique. Moi, j'ai ma petite classique et ça me va très bien. En vrai, c'est tout à fait abordable. Et surtout que je suis un défenseur des FPS sur ordinateur. J'ai essayé là récemment de jouer sur console, notamment c'était sur la Switch, à Overwatch 2. Bon, je crois que je vais rester sur PC. Voilà. Faut avoir envie de mourir aussi. C'est pas le même genre d'expérience, mais tu as quand même investi dans du gros matériel clavier-souris, je suppose, pour être le plus confort. Et bah, à vrai dire, clavier, je m'en fiche un peu, tu vois, je prends un truc à 20 balles sur Amazon, ça me va très bien. Mais par contre, la souris, oui, là, j'ai du Logitech qui est sans fil et tout ça et qui fait le taf. Ok, d'accord. Genre induction et tout. Non, du tout. Ok. Un tapis Moi, je me sur le régale. basique. J'ai une petite Logitech à 24,99 là. C'est le modèle de base, le tout petit là. Ouais, elle fait elle est trop le taf. incroyable. Elle fait trop incroyable. le taf. Elle fait trop le taf, j'avoue. Ici. Non, pas besoin de tout ça. Sur Switch, j'ai la manette pro, mais sans avoir besoin de tout ce qui est palette et tout, puisque moi, quand je joue, déjà, je joue qu'à Smash, grosso modo, et je suis un joueur de Kazuya. Donc moi, ce que j'ai envie de tester, c'est le stick, enfin, c'est la borne, mais sans le stick. Ah, le verre hitbox. Ouais, Le voilà, gros hitbox de ouais. Smash. Le Ça, hitbox, ça, ouais. ouais, ça me tente énormément. Ça a l'air De d'être. tricheur, quoi. Mais en vrai, mec, toute ma vie, j'ai réussi à faire des chorieux, quoi que ce soit, et là, j'arrive pas à mettre l'électrique, genre, à quand je le veux, et ça me frustre de ouf. Donc, je me dis peut-être que c'est ça qui va me pouvoir, tu vois, step up et enfin mettre que des électriques et pas Wi-Fi une fois sur 10 quand j'ai envie, tu vois. De toute façon, avec le gameplay de Smash sur les manettes de Switch a une précision catastrophique pour une grande partie, malheureusement. On va en compète des bientôt, celui-là, persos. on va jouer en compète bientôt. Petite question, on peut vous demander à vous, avez-vous déjà utilisé une manette gaming? Personnellement, je suis sur la Elite Pro 2 et c'est pour moi la meilleure manette ever au monde. Il y a juste ce problème de stick drift que je n'ai pas eu. Merci la chance. Mais Lame, mon collègue, l'a eu et donc ils lui ont remboursé sa manette, ça lui a juste Ça va, un ils peu ont été fait fair chier. play. Mais à chaque fois que je joue à un jeu manette PC ou console, j'y vais directement avec cette manette-là. J'ai même un Brook pour le brancher sur PS5. Ouais, t'as un Parce dock, que la manette de PS5, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que des sticks symétriques, putain, en 2022, merde. C'est chaud. dur. On n'est plus sur les vidéos de monsieur le V12. Bref, voilà. Petit sondage, vous pouvez nous dire est-ce que vous en avez, est-ce que vous en avez pas, ou est-ce que c'est celle de Switch à ce moment-là. Vous trichez, bien entendu. Merci beaucoup, Skipper, pour cette chronique. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. C'est dans la Select avec Suri. C'est parti. Sur les petits rappels des titres de l'actualité avant d'enchaîner avec la Select, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui au programme? Eh oui, c'est toujours la foire à la saucisse sur Twitter parce que Elon Musk a décidé de faire une petite mesure, c'est de dire à tous les comptes bannis, eh ben les gars, si vous n'avez pas enfreint la loi, vous allez pouvoir revenir sur Twitter. Donc c'est parti, tout le monde va pouvoir revenir. Il n'y aura même pas de tribunal comme on peut le voir sur Twitch et compagnie. Mais on a aussi la next-gen qui est potentiellement au rendez-vous en 2027. Il y a quelques petits documents qui sortent à l'affaire de Activision Blizzard qui est racheté par Microsoft. Et on apprend qu'éventuellement PS6, Xbox... Series X, WS, je sais pas combien, mais ça pourra arriver en 2027. Et on a également l'auteur de SNK, Attack on Titans, qui s'excuse de la fin de son œuvre qui a été malheureusement mal reçue par les fans. Et ça fait malheureusement parler. Le bon auteur, il est dans la sauce. Le pauvre. C'est Pauvre petit bonhomme. terrible. Pauvre petit bonhomme, évidemment. On va parler du reste de l'actualité. Aujourd'hui, on commence par quoi ? Eh ben, on va commencer par vous poser une question. Et si je vous disais que vous pourrez bientôt jouer à un simulateur de milliardaire? Un simulateur de milliardaire. Ouais, Pas besoin. Je pourrais vivre la vie de Ken Bogard. sincèrement, vu le nombre de Poké-dollars que j'ai sur Pokémon, Ouais. je simule ma vie de milliardaire. Il est trop shiny ce Ken. Bon, après, milliardaire, c'est plutôt Batman. Voilà, le bon Batman, parce que c'est par l'intermédiaire d'un document de la Federal Trade Commission, la FTC aux États-Unis,
qu'on apprend qu'un projet de jeu Batman en VR est dans les cartons. Apparemment, il serait réalisé par le studio Camouflage et c'est un studio qui a été racheté par Meta en septembre, un petit peu en soum-soum, mais c'est un peu un studio qui nous a livré un autre jeu VR et cette fois-ci c'était Iron Man en 2020. Ok, je vois. Le fameux, et il est anciennement exclu PSVR, mais il est arrivé au début du mois de novembre sur le Meta Quest 2. Ouais. Et justement, pour le moment, on n'en sait pas plus, mais on sait une seule chose, c'est que ce serait une exclue pour le casque VR de Meta. Donc, on envisageait de se balader dans la Batcave ou en pleine Batmobile dans Gotham. Let's go. Écoute, pourquoi pas, Iron Man VR n'était pas le jeu le plus extraordinaire de l'histoire, il a un peu la gerbe, mais c'était intéressant d'être dans le corps d'Iron Man, et c'est vrai que d'être dans le corps de Batman, Mais ça pourrait être fou, tu pourrais marcher dans la rue, quoi. Il y avait pas un Batman déjà en VR que j'avais trouvé insane. Arkham Knights, je crois, en VR. Je sais plus sais où plus. vraiment, t'étais à la place de Bruce, t'étais dans la Batcave, etc. Tu pouvais t'amuser justement à défoncer je sais pas ce que c'était, des ballons, des cibles avec des batarangs et tout. Et en vrai, je l'avais testé et je l'avais trouvé fort sympathique, honnêtement. Après, ça, c'était il y a des années, hein. C'était quand la VR était peut-être moins encore présente qu'aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça que ça m'avait bluffé. Mais en vrai, je trouvais que les idées étaient très cool. Et moi, il y a vraiment un truc au niveau de la VR, c'est bon, After H, le FPS est vraiment mortel et je vous conseille d'y jouer si jamais vous avez jamais essayé. Foncez, mais c'est tout ce qui va être, par exemple, simulation de tir à l'arc, etc. Il y a plein de jeux comme ça où bon, t'es statique, mais voilà, tu tires ça et la sensation, le feeling est insane. Donc, si dans ton simulateur, il y a des phases comme ça qui sont bien senties, honnêtement, moi, ça me chauffe, quoi. Avec un peu de chance, en plus, graphiquement, ça a encore step up par rapport à mes souvenirs d'il y a trop longtemps. Donc, ouais, en vrai, pourquoi pas. Let's go, écoute, on prend évidemment tout ça avec plaisir. Et on va parler un peu du Black Friday, c'est aujourd'hui, hein, d'ailleurs, un vendredi, Eh oui. promotion un peu partout, il y a bonne promo à prendre. Tu nous as fait une petite select ? Oui, une petite select. Écoute, forcément, c'est Black Friday, donc il y a les promotions dans tous les sens. Donc ce sera pas exhaustif, mais on a repéré quelques petits trucs assez sympathiques. Alors non, il y aura pas encore de nouvelles manettes MetaQuest pour mettre des patates de foin et avoir le retour haptique dans Batman. Mais côté PlayStation Store, on nous a signalé quelques gros jeux en solde, notamment Mafia Definitive Edition, qui passe à 13,99 €. Donc Pas mal, remake ça. du premier épisode de la trilogie. Ça peut être très sympa pour se faire ça en vue des fêtes. Mais il y a aussi Assassin's Creed Odyssey Deluxe Yes. qui passe à 17 € au lieu de 85 €. Donc on Oh, est ouais, sur une bordel. belle promo là. Là on se fait plaisir. Ok. En plus sorti en 2018, c'était sur la Grèce antique à l'époque et qui était Ouais, il est vraiment un très bon sympa. C'est celui que j'ai repris après. Enfin, moi, j'ai joué au 1, vite fait au 2, et après, traversé du désert. Et je me suis dit, bon, j'aime bien la mythologie grecque, let's go là-dessus. Mhm. Et je me suis régalé sur Odyssée. Donc là, Trouver les mêmes plumes qu'il y a 10 ans. je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te Qu'est-ce que je te dise, mon ami? C'est comme ça, quoi. Quel Merde. boss. C'est vraiment incroyable. Bon, Le par boss, contre, hein. Si t'es pas Ubisoft, j'ai peut-être un autre truc pour toi, Skipper. Antoro Star Wars Morales. Jedi Fallen Order Deluxe Edition, qui est à 9 € au lieu de 60 €. Mais il aime rien. Mais c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. J'y ai joué. Je suis pas allé au bout, mais c'est un très très bon jeu. Mais Forbidden West, c'est déjà à 40 balles, mais c'est un truc de. Ah, Cyberpunk, moins 50%. Eh oui. C'est pas possible. Oh, 10 balles sur le partout. Waouh, ça vaut Ah, grave c'est la le coup version aussi. PS4. Ah, mais parce C'est- qu'il faut vendre la c'est la part one version- remake. Ah bah C'est oui. la version Eh PS4, ouais. c'est la version PS4. Ah non, il y a aussi It Takes Two et A Way Out en bundle à 20 €, qui peut être assez sympa pour de la jeu Spider-Man coop. aussi, sympa. Tomb Raider aussi en Definitive Survivor Trilogy à 20 € au lieu des 50 balles. Oh. Mais c'est pas tout, parce que on a côté PlayStation Store. The Quarry, 50%. The Et oui. Quarry, c'est exceptionnel. Oh, hein. c'est stylé. Ah, je vais peut-être regarder alors en fait. Vraiment, il y a des très grosses promos en ce moment, mais il y a Moi, aussi c'est mon côté Gauthier, hein. Steam les Ah ouais soldes d'automne. Ok. Les soldes mais- d'automne en plus de ça? Ouais, les soldes Black d'automne sur Friday, Steam. plus solde d'automne, plus Exactement. ratio, plus m'en fous pas lui quoi. Exactement. Ok, voilà. très bien. Putain, mais c'est génial. Donc t'as Cyberpunk Génial. aussi à moins 50% là-bas. Donc si Ok. vous le voulez sur PC, bah, vous pouvez. Il y a la nouvelle extension aussi de Destiny qui était à 20 € également. Et il y a aussi Red Dead Redemption 2 qui est à 20 € au lieu de 40. Faut y aller, Franchement, je considère sérieusement de me le prendre. Mais il y a aussi Kena Bridge of Spirits Ah, Kena. qui est à 20 € au lieu de 40 Il y a lui aussi. The Quarry aussi sur PC. J'ai pas vu pour l'instant sur la page d'accueil Oh, de c'est un de amour, l'automne. merci beaucoup Polo. Ah, Mais s'il on va y est, regarder. franchement, je vais craquer, je pense. Oh. Bon, il a 30 balles, ça va. Ah, 30 balles, il est, ça va, Il est moins on cher voit. que sur le PS Store, c'était 34.
Ah, quand Ah même. bah voilà. Il y a quand même la réduction. Écoute, on va Polo. peut-être prendre ça, quoi. Polo, je prends la place de Reza. Est-ce que c'est fou Zoa. Zoa Polo. Achetez Shifu. Ah oui, mais il est sur Epic Game Store, je crois. Attends, je vais voir. Merde. Ouais, c'est Merde. vrai, c'est fou, c'est sur Epic Game Store. N'empêche, Shifu que sûrement en promo. PlayStation, j'ai quand même vu flou, hein. J'ai vu des moins 45%. Ah oui, c'est Et le dingue. jeu était à 50 € quand même. Hein. Ah ouais. Ah, c'est. Ah oui, parce qu'à 80 balles, C'est sûr que tu pars de 80 balles, moins 45%, t'as le prix d'un jeu en fait. Hein. C'est un Dire truc que de malade. C'est quand tu te Sony, rends on compte. paye leur retraite. C'est C'est un truc de fou. violent. On paye leur C'est retraite. violent. Il est à 30 €, moins 25%. Ah punaise. Ok, voilà. let's go. Voilà, Merci, bah, Shifu. excellent Merci, travail. Achetez Impeccable. Shifu. Let's go. Peut-être d'autres promos, non, c'est fini. T'as tout Bon, deux petites promos. Vas-y. Allez, la Xbox Series S, celle que. Ah oui, elle est 200 balles, finalement, Vas-y. on a oublié. Elle est à 230 sur Amazon et Fnac. Mais ça, Au lieu- c'est au lieu une de 300, affaire non de ouf malade. Hein. Non Au lieu Je sais de. pas, Oui, de- je crois. De 299. Ouais, 300. Oui, 300. Franchement, c'est une Pardon, affaire. 299, il y Une avait affaire. l'euro de trop. Ah, Donc, si, vous petite avez, affaire. si vous avez juste un écran 1080p dans votre chambre, donc un écran de PC, tu vois, Un truc c'est une, lambda, c'est quoi. une affaire de ouf. Et pas de PC. Prenez ça et un Game Pass. Bah oui. Oui, pas Ah de oui, c'était un PC que tu Non, prends mais les tu sais, deux. ouais, souvent c'est- les c'est gosses, bon. ils ont des petits écrans, c'est pour Mais travailler. c'est parfait. des Mais ça, ordinateurs mais aussi. franchement, en cas Ou alors de ils ont Noël, un PC, mais c'est si pas vous un avez PC des gamer, neveux, quoi. etc., et que vraiment ils ont pas de console, pas de PC, machin, et que vous avez 230 € à dépenser pour leur cadeau de Noël, c'est le meilleur cadeau all time. Hein. Ah, mais c'est. Vous allez incroyable. devenir le meilleur tonton et la meilleure tata de l'univers, je pense, si vous faites Mais- ça. Franchement, à Vraiment. 230 €, tu sais, tu te cotises un peu, ça s'envisage. Hein. De fou. Avec le Franchement, Game Pass de derrière, malade. là, le gamin, il est au max. Ça met la grand-mère Avec à l'offre contribution. Game Pass, avec le Game, tu sais, Ah bah, le tout le monde, tout le monde. petit Game Pass Évidemment, famille qui évidemment. arrive un peu, Mais tu bien mets le sûr. gosse sur le Game Pass famille. De toute façon, il s'en fout, même sans Game Pass, il peut jouer à Fortnite, Mais il peut oui, jouer mais à oui. Multiversus, il peut jouer à quoi, il Fall Guys, il est pas gratuit maintenant. Enfin, Si, il est Si. gratuit Fall Guys, ouais. il peut jouer à ça avec une série S à 230 balles. On peut jouer à Overwatch 2 parce que ça Oui, aussi c'est gratuit. Oui, bien Exactement, vu. exactement. Bien vu, la propagande. Par exemple, La propagande continue. il peut jouer à Warzone. Bon, il sera trop jeune, mais. Et puis même si vous voulez streamer de la Xbox, vous pouvez le faire avec une série S pour pas cher. Voilà, allez, let's go. De toute façon, ça passe pas en 4K le streaming. On enchaîne. On enchaîne sur un petit jeu compétitif indé qui va arriver sur Je connais pas. mobile Je connais et sur console. Eh bien non, c'est Valorant de Riot Games tout simplement. Alors, si on se refaisait un petit débat, est-ce que vous êtes plutôt FPS sur console ou mobile ou est-ce que c'est versus le PC plutôt de vous de votre côté? Moi, je suis plutôt pas FPS. Pas FPS. J'ai pas mal, décidé de pas y jouer. Ah, tu sais, il tu joue à vois. Pokémon. Hein. Ah, Ah, j'avoue. ouais. Après, il disait FPS, des DLC, mais Pokémon. là, on est plutôt sur un DLC qu'autre chose. Hein. Je mets plutôt des nions que des bastions. Mm. Oh, 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 j'aime bien la ref. la rime est belle. C'est en tout cas ce que nous propose Riot Games avec deux offres d'emploi qui ont été publiées sur le site Hitmarkers. Alors si vous connaissez pas, c'est généralement pour l'e-sport et le jeu vidéo, c'est un site international de recrutement qui est assez intéressant pour la plupart des gens. Et c'est surtout deux offres d'emploi. La première, c'est pour un game designer manager console Valorant. Donc c'est vraiment mis en lumière, c'est clair. En tant que game designer manager pour la version console, vous aiderez à définir une vision et guiderez les développeurs pour porter Valorant sur de nouvelles plateformes. Donc on parle d'adaptation des contrôles des joueurs à la manette, potentiellement des pistes à explorer là-dessus, mais le projet est clairement à l'étude côté Riot Games. Et on a également une autre offre d'emploi, cette fois-ci pour un game designer IA, notamment pour Valorant mobile. En tant que combat designer pour mobile, vous contribuerez à la conception de systèmes de base des combats sur mobile. Vous adapterez le gameplay complexe de la version PC pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des joueurs mobiles. Et plus précisément, cette personne devrait bosser sur l'intelligence artificielle pour adapter tout ça. Bon, ça reste quelque chose qu'on savait déjà, parce que déjà à la sortie, il y avait eu des rumeurs de genre, et Riot a toujours laissé la porte à explorer une nouvelle plateforme pour Valorant. Et dans le contexte actuel où il s'intéresse au mobile, avec notamment Wild Rift qui est arrivé, qui a fait un sacré succès quand même, mais aussi Blizzard qui martèle dans tous ses résultats trimestriels qui va aller sur mobile, Microsoft qui va aller sur toutes les plateformes, c'est plutôt dans l'air du temps. De ouf. Il est stylé, hein, ce mode de Counter-Strike. Hein. T'as bien raison, Ces Ken. trucs aujourd'hui, c'est un truc de. Par malade. contre, je sais pas si Riot se rend compte que sur console, c'est pas compatible. Enfin, Ah oui, c'est le CSGO. CSGO était sorti sur Xbox en 2012. C'était une catastrophe parce que le tactical FPS à la manette, ça ne fonctionne pas pour le coup. Autant les gameplays à la Halo qui est pensé pour les joueurs manettes
et à la code où t'as de l'aim assist et c'est un jeu qui est ultra dynamique et c'est aussi quelque part pensé pour être joué à la manette. Tactical FPS, c'est pas possible parce que si tu fous de l'aim assist là-dessus et que ça va sur la tête direct, mort, bah, c'est ça mort, va c'est être, mort. Ouais, ça c'est va être mort, que c'est du mort. 50-50. Non. Et sans aim assist, il faut être un monstre absolu. Donc Ou alors tu joues crois pas du tout. qu'avec les gens qui jouent avec des Ah oui, supports faut pas de manettes. cross-platform. Voilà, c'est ça. peut-être. Juste tu Sinon, ça crosses risque d'être pas. dramatique, Cross pas, quoi. si tu crosses pas, c'est ok. Hein. Ça va être horrible. C'est injouable. C'est Ou alors tu modifies le C'est pattern de un- l'AK pour que ce soit plus un facile. jeu tu vois. différent. C'est un jeu Ouais. différent. Ça fait un jeu différent. Mais tu sais, ça a l'air injouable, mais quand tu vois des aliens qui arrivent à jouer à la manette sur des FPS et à être monstrueux avec, tu te dis, Ouais, mais c'est pas, Ah, c'est des, peut-être c'est pas des tactical FPS sans aim assist. Ouais, c'est vrai. ça. Ça n'a rien à voir. C'est- On pense fort à Genius évidemment et Safara qui, pour un joueur manette, se débrouille excessivement bien sur Overwatch, mais effectivement on est sur du fast FPS et pas un truc Ouais. qui requiert le pixel et qui est le pixel qui est déterminant pour la Ouais. phase de la map. T'es sur un jeu où tu one-shot dans la tête et il faut one-shot dans la tête. Ouais. C'est pas du tout la même chose qu'Overwatch. Ouais. Mais par contre, pour la version mobile, moi, ça me chauffe parce que Rainbow avait proposé ça justement, et je trouve que c'est ou Call of Duty. Et en fait, ils ont réussi à trouver le bon système pour adapter proprement le jeu, tu vois. Donc, ça sera peut-être pas aussi précis, ça sera Sur peut-être du pas aussi tactical, je demande à voir létal. quand même. Hein. Mais moi, je suis curieux. Je suis pas ultra emballé, mais honnêtement, ils ont piqué ma curiosité. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur mobile, honnêtement. Après, ça peut rendre aussi le jeu un peu plus accessible à d'autres personnes. Une porte C'est d'entrée, pas quelque part. plus Tu mal. démarres sur mobile, Et tu pars sur PC. d'ailleurs, je rappelle que Riot a séparé son League of Legends mobile de son League of Legends classique. Ouais, bien sûr. Wow. Finalement, il y a moyen de s'adapter aussi. On va parler un peu de Splinter Cell. eh oui, Splinter Cell qui va arriver à la radio, tout simplement. Hein Charles de Gaulle, il a changé. Hein, écoutez, c'est ce que nous a annoncé la BBC, qui a adapté le jeu d'Ubisoft en une série dramatique à la radio de 8 épisodes. Ça va démarrer le 2 décembre et on va suivre Sam Fisher dans une nouvelle mission. Il doit recruter et entraîner la prochaine génération d'opérateurs Splinter Cell pour la division des opérations secrètes de la NSA, El Clasico. Et le synopsis va un peu plus loin que ça. Quand un assassin du passé de Fisher revient d'entre les morts sur une mission d'assassinat, il est replongé dans une course contre la montre face à une sombre menace menaçant la sécurité du monde. C'est absolument magnifique ça fait, quand on le dit. ça fait un scénario de jeu vidéo, ça. Exactement. C'est pas le scénario de GoldenEye, d'ailleurs. Je crois que si, en plus. Je crois que si aussi. Oh, elle est stylée. Eh ouais, Elle est la petite annonce. stylée. Mais au casting, on retrouve aussi Anthony en Sam Fisher, qu'on a déjà vu notamment dans The Archers. Mais dans le rôle de sa fille Sarah, on aura le droit à Daisy Head pour l'accompagner. Et apparemment, d'après Will Poulter, qui fait aussi partie de l'aventure, la série devrait nous permettre de revivre l'aspect dramatique des jeux, mais ça va aller plus loin. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de comédie dedans. Ouais. Donc attention. C'est ultra tendance en ce moment, les podcasts slash jeux de rôle à thème ultra scénarisés et ultra joués. Tu vois, ça marche super bien. On en avait vu des Batman, il y avait une chronique justement sur des podcasts Batman, voilà, exactement, qui existaient. Et c'était assez impressionnant, je dois bien avouer. Et Splinter Cell, l'occasion de troller encore un peu plus sur le fait que il y a pas de jeu. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est super de l'avoir en long, en large, en travers, mais les jeux vidéo, je pense que c'est peut-être une licence. Otaksu, hier, nous a fait justement une sorte de liste de quiz des jeux qu'on attend, genre les revives de vieux qui sont beaucoup trop cool. Et je pense que Splinter Cell, on peut le mettre dedans parce qu'il a une fanbase Vraiment. immense, Sam Fisher, même si dans mon cœur, Snake restera toujours le numéro 1. Mais quoi qu'il en soit, genre, je pense que si ça revient, ça peut revenir très fort et nous donner un avant-goût de podcast. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de voir? Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre ça? Je sais pas. L'initiative est cool, mais en vrai, genre juste, lâche un jeu vidéo, frère. Juste fais un jeu vidéo et on sera tous très contents. Bah, ça tombe bien, Ubisoft bosse sur le remake de Splinter Cell. Soi-disant. un remake. Soi-disant. Hein. Ah, un remake en plus. On est, franchement, on est gâtés. Hein. Un remake. Ah bah. Ah, ça fait plaisir. Sois pas médisant. Il y a remake Il a et raison, il a remake. raison. On va dire que ça. Pour une fois, on est d'accord avec Skipper. Ouais, tu vois. c'est Skipper bon. qui est d'accord avec moi, c'est qu'il y a vraiment. Ubisoft tu vois. troll cette franchise, mais d'une force que je comprends pas. Je comprends pas. Alors que pourtant, elle est tellement aimée. C'est un truc de fou, tu vois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est un genre qui est dur à ramener, je trouve. Hein, Tu trouves Ah ouais. C'est du jeu 100% infiltration, ça fait combien de temps qu'on en a pas eu et qu'on Bah, en il y avait- réclame plus vraiment non plus. Bah, Je pense Hitman, MGS5, ouais, Hitman. MGS5, franchement, ça fonctionne Les bien. dernières itérations d'Hitman, elles sont dures quand même. Hein. Ah, c'est un bon jeu, les derniers Hitman.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé. Mais là, il s'agit pas de faire un Hitman. Ouais, mais- Enfin, je pense qu'il faut plus s'inspirer de ce qu'a fait Metal Gear Solid 5. Tu vois? Les missions, là. Non, pas sans parler Oh, vraiment putain, de ça, c'est la mission. purge. C'est-à-dire avoir quelque chose d'un peu plus ouvert avec plusieurs façons de Non, mais je vais faire. peut-être un virage un petit peu plus Franchement. action, je pense, quand même, qui mélange action, infiltration. Mais j'avais bien aimé Blacklist, pour le coup. Je trouvais que c'était une belle, tu vois, beau virage vers ce qui pouvait être un style un petit peu plus moderne, parce que le 100% infiltration, j'y crois plus trop, j'avoue. Pas un genre qui me parle maintenant. Je trouve que c'est un genre qui appartient un petit peu au passé quand même. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de genre du passé. C'est ça le Non, truc. mais c'est Ouais. cyclique. Ça reviendra à un moment donné. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, on n'est pas fan et ça nous parle plus jusqu'à ce qu'il y ait un jeu qui le remette au goût du jour. Et ça revient. C'est toujours cyclique finalement. Regarde Assassin's Creed qui va revenir sur des bases plus traditionnelles parce que ça y est, les fans, depuis Origins, Odyssey et Valhalla, sont en mode c'est bon, on n'en peut plus du action Voilà. RPG. Redonnez-nous Altaïr, etc. Du coup, Oh là bah, là, il arrive, j'ai, tu vois. j'ai tellement hâte, tu m'envoies. Bah, les fans, en tout cas, eux, ils ont hâte. Les fans, ils ont hâte finalement Le d'un retour un peu plus skipper. traditionnel. On va Mais c'est pas parler ta de Flight Simulator aussi, hein, puisque ce dernier s'envole. Eh oui, parce que si je vous dis un jeu avec beaucoup de contenu, Ah, bon, on va penser à The Witcher 3 en c'est priorité. vrai, c'est vrai. Mais Microsoft Flight Simulator, qui est arrivé en 2020, a mis quand même une sacrée claque à tout le monde pour son degré de réalisme, sa gigantesque carte du monde si fidèle et détaillée, et ses appareils particulièrement bien virtualisés. Mais le boss du jeu, Jorg Newman, a récemment parlé avec le site VGC pour se confier un peu sur le jeu. Et à la question combien de temps encore ils auraient du contenu pour le jeu, il a répondu en rigolant 2032. Allez Voilà. 2032. Ouais, 10 ans 2032. encore de contenu. Mais apparemment, c'était pas pour rire, parce qu'il a cité aussi une petite statistique, c'est que en ce moment, ils sont en train de bosser sur 80 à 100 avions qui sont en développement, donc virtualisation, avec ça implique aussi toutes les commandes et aussi comment l'appareil se comporte en l'air et Ouais, dans la physique du de jeu. l'appareil, quoi. Ah ouais, c'est vraiment assez important. Et il a précisé que c'était nécessaire aujourd'hui parce qu'il voit les limites avec quasiment un poids de 300 gigas. Ouais, donc ouais. au bout d'un moment, ça va mettre quelques petits freins là-dessus. 300 gigas, ouais, si t'as tout. C'est fou. C'est à tout. C'est assez violent pour le coup, mais surtout, il ne pouvait plus faire la même chose que dans les premiers Flight Simulator. Dans le sens où, dans ces premiers opus, c'était pas forcément très bien modélisé les avions, ils se ressemblaient un petit peu tous et il y avait le même comportement dans les airs. Aujourd'hui, ils peuvent plus se permettre ça, donc il faut ajouter constamment 80 à 100 avions, mais surtout les virtualiser complètement, donc ça prend énormément de temps. Forcément, ça s'étale sur 10 ans de contenu. Et pour le coup, là, il avait une petite anecdote en parlant de ça, c'est que la première fois qu'il a montré le projet à Phil Spencer, parce qu'on rappelle qu'il y a eu quand même un sacré écart de temps entre Ouais. le dernier opus Ouais. Flight Simulator et celui-ci, Ouais. il est arrivé, le patron Xbox, et il lui a fait une démo en lui montrant Seattle et aussi le quartier général de Microsoft, le building dans lequel ils étaient Oh, il est en train. malin. Et, Qu'est-ce qu'il est Ça, malin. ça marche avec tout le monde. Hein. De Vous faites fou, tester mec. Flight Sim et tu fais regarde, c'est chez toi. Ça marche avec Eh oui. tout le monde. Ah, de C'est clair. Tout le monde. Et apparemment, Phil lui a demandé mais pourquoi tu me montres une vidéo de Seattle. Et c'est là qu'il lui a dit ah bah non, en fait, c'est le jeu. Et c'est là où ça a marché et c'est dire à quel point ils ont bien fait le taf. Bah, c'est vrai qu'en vrai, c'est tellement réaliste, tellement fin, tellement précis que ça fait partie des rares jeux qui peuvent se permettre, je pense, de vraiment s'étirer sur la longueur parce que c'est si graphiquement au top que qu'est-ce que tu vas rajouter de plus finalement. Tu sais, t'as déjà atteint un certain frein technologique, donc c'est normal de le faire perdurer, de plus se concentrer sur les modélisations des avions, etc. etc. Donc en vrai, ouais, la news, elle prend tout son sens. Et par contre, pour l'anecdote, elle est insane. Il a raison, Ken. Ça marche. C'est Ça imbloquable. marche trop bien. C'est Imbloquable. vraiment imbloquable. Et ce jeu, voilà, 2032, donc l'occasion aussi, vous savez, avec la technologie utilisée dans Flight Sim, d'améliorer même encore plus la qualité et le détail des maps. Mm. Oui, le mapping se base sur Bing Mapping, globalement pour modéliser les environnements, mais tu peux le détailler encore plus au fur et à mesure que les données de Bing se sont mises à jour. Et ça qui est ouf, le jeu va devenir plus en plus beau, naturellement, grâce à la puissance incroyable des serveurs Azure. Ce sera toujours mieux que le online de la Nintendo Switch. Oh, Ah, ça, gars. il n'y a pas Ah, gars. photo, hein, en effet, qui sont eux aussi, chez Amazon, AWS. Et Un mode là-dessus. voilà, eh ben oui, vous parlez mal hein, ici. Dernière news. Si je vous dis Shiba, course, horreur, vous me dites qui?
si je vous dis qui va bientôt avoir sa statue au musée Grévin? Shiba, course horreur, Squeezie. Oui, exactement. Bien vu l'aveugle. Le musée Grévin annonce donc une première. Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vrai, c'est une vraie news. L'entrée d'une personnalité issue d'Internet c'est Jules dans César, l'institution. Ouais, et clairement, frère. C'était Jules C'est César, clairement Jules c'était César. pas Squeezie, hein. C'est ça. Donc, on connaît forcément le musée Grévin. Et la dernière personnalité annoncée, c'est donc lui, Incroyable. la personnalité la plus suivie Ah, sur là, par Internet. contre, elle est bien en faite, la De statue. ouf. Et dans la francophonie, ah oui, il a participé à toutes les étapes de la création et notamment pourquoi il a été éligible au musée Grévin, parce que le musée s'est justifié dans un communiqué. Plus de 17 millions d'abonnés, une carrière lancée sur YouTube en 2008, suivie par sa chaîne actuelle alors qu'il avait 15 ans en 2011. Plus jeune français à atteindre le million d'abonnés à 17 ans. Et on sait que forcément, dernièrement, il a eu des projets qui ont été pharaoniques et couronné de succès, notamment le GP Explorer qu'on a pu voir, mais aussi le titre Time Time de Trey des GT. Donc c'était le concept de faire une musique en 24 heures ou 3 jours, parce qu'il a fait les deux. Et ce truc est arrivé à être certifié disque d'or. Il a réalisé un court-métrage, il a sorti une BD. Donc le mec pèse et le musée Grévin s'est dit, eh ben on va le mettre Squeezie, il pèse, oui. à côté bien de, sûr. je crois, c'est Marilyn Monroe et Sean Connery, je suis pas sûr. J'aurais Mais pas je- pensé à lui. Ouais, alors le choix est peut-être chelou de le mettre entre les deux. Par contre, le Non, fait mais qu'il soit là, dans c'est une normal. salle- C'est dans une salle parmi lesquelles il y a. C'est quoi le titre de la salle, ouais, enfin le thème de la je sais salle? plus, je sais plus. Parce que C'est Sean la- Connery et Marilyn La Monroe, salle tu des vois. colonnes ou je sais plus quoi, mais tout le monde est mélangé là-dedans, je crois. Ok, c'est Ouais. là, ils savent pas Ouais. trop. Ils mettent tout le monde, genre Le ça, thème, là. c'est on savait pas Ok. où les mettre. Voilà, le thème, c'est Ouais. T'embête pas. T'embête pas, mets-le là. J'aurais pas T'es pensé- cassé ma friandise. J'aurais pas pensé que ce soit Squeezie en premier. Je voyais bien un truc genre enfin, tu vois, Lena Situation. Oh, à mon avis, ça va arriver en vrai. Ça peut Lena, suivre. je ça la va sentais arriver. bien. Ouais. 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 Bah, tu sais, maintenant, c'est une icône de fou. Hein. Non, Oui, mais bien clairement. sûr. hein. Enfin, sûrement. Beaucoup plus que Squeezie, je trouve. En plus, c'est international. Ah ouais. Tu sais, elle est à Los Angeles, elle a fait des couvertures, tu vois. Enfin, je trouve ça fou ce qu'elle fait. Ouais, c'est vrai que Squeezie, c'est un artiste très franco-français. Ouais, un très peu. franco-français finalement. Et elle a une dimension un petit peu plus internationale quand même, je trouve. Alors, écoute, peut-être que Léna arrivera aussi hein, au musée Grévin. Qui sait? Merci beaucoup. Merci, Suri. Suri. On va enchaîner avec la suite et bah c'est l'heure du dossier des vieux cons. Le débat c'était mieux avant ou pas? C'est parti. Adi, Oui, mon Ken. Adi, je ne peux toujours pas toucher à ce café. Non, toujours pas. Franchement, Non, 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 non. le café c'était mieux avant. Puis là, c'est Le froid, en café, plus, c'est mieux avant. Pour toute façon- combien tu goûtes? Ah non, mais pour combien tu goûtes? C'est T'as bon. vraiment dit ça, Ouais, Paul? J'espère qu'on t'a pas entendu, mais j'ai répété. Si, on m'a entendu, c'est bon. Tu sais que le stream a eu des problèmes, hein, déjà pour le pour combien tu fais quelque chose. Hein. J'espère qu'on m'a voudrais pas pas entendu là-haut dans pousser les un peu étages. trop mémé dans les orties. Je ne voudrais pas évidemment couler la web TV. Non, non, évidemment, bien sûr que évidemment, mon Ken. Non, non, attends, on va pas. On n'y va pas. Mais par contre, c'est au-delà d'un dossier. Ça sera un débat. Donc, j'ai besoin de toutes les forces en présence, que ce soit les copains à la régie, que ce soit vous, évidemment, messieurs ici présents sur le plateau, que ce soit le chat, la famille. Ça concerne tout le monde, même les plus jeunes, avec moins d'historique que nous, peuvent répondre à cette fameuse phrase. Pardon. Est-ce que c'était mieux avant? Voilà, alors avant quoi, avant qui, avant machin, vous inquiétez pas, on y arrive. Mais c'est vrai que cette phrase, quand tu l'entends comme ça, Ken l'a dit 1 million de fois, c'est la phrase de vieux con par excellence. Ah oui. C'était mieux. Le réac, il est là, le tonton. Pas fort. Mais non, mais Il moi, est là, le je tonton sors, à Noël. Je suis contre, moi. Je pense que c'est mieux maintenant. Oh, c'est beau. J'ai les arguments. C'est magnifique. Justement, tu vas pouvoir les lâcher, ces arguments, face aux gens qui, voilà, tout simplement, qui citent cette phrase, hein, souvent dite par des personnes nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, d'une époque où... Je connais ça. Putain. Ah oui, c'est Aurel San, évidemment, qu'on embrasse et qui adore, en plus de ça, le stream. Par contre, je crois qu'il regarde qu'à partir de 16h. Mais too soon, non? C'est bon? Bien Non, sûr, too soon. Ok, évidemment. bon, ça va, celle-là, elle passe. Du coup, d'après le rapport, parce qu'il y a des vraies études qui sont menées vis-à-vis de ça, d'après le rapport Le bien-être en France, du Centre pour la recherche économique et ses applications, en 2021, donc en février 2021, 39% des Français n'ont pas confiance en l'avenir et 55% des Français considèrent que les choses étaient mieux avant. Donc déjà, quand même. voilà, un Français sur deux, globalement, se dit que avant c'était plus sympa quand on était petit, etc. Et s'il devait choisir une époque, les Français vivraient pour 5% dans l'avenir, 30% aujourd'hui,
donc des gens qui ont les pieds sur terre, et 65% dans le passé. Voilà, donc il y a beaucoup de nostalgiques vis-à-vis de ça. Il y a une Donc population qui vieillit aussi. Hein. c'est pas faux si on se rappelle de la jeunesse, quand on est en train de guincher dans les guinguettes, et puis que maintenant on est en fauteuil roulant malheureusement dans une EHPAD, et que les enfants ne viennent plus nous voir. Je comprends que tu as envie de vivre dans le passé et plus dans le présent. C'est ça, il faudrait leur demander, est-ce que vous voudriez vivre dans le passé, mais vous gardez votre âge, d'accord? Ou est-ce que vous voulez revenir à un âge certain? C'est pas la même chose, hein. Totalement. Parce que ceux qui disent, j'aimerais retrouver mon corps de jeunesse, oui, écoute, papy, hein, je veux bien travailler dans le passé, mais par contre, comme Marty McFly, tu resteras au même âge, hein, pas chier. Doc Brown, plutôt. Embrasse. Qu'on embrasse très très fort, lui aussi un amoureux de le stream. Alors du coup, cette question, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que vous êtes nostalgique de tout ça? Skipper, toi, est-ce que t'es un homme qui vit dans ton temps, qui aime le présent, ou au contraire, j'avoue. eh bien le passé te susurre à l'oreille? Non, Reviens, je suis Skipper, pas reviens dans très le passé. nostalgique. T'es pas nostalgique? Pas très nostalgique, tu vois, appliqué un peu au sujet qu'on a l'habitude de traiter ici. Je suis pas du genre à jouer à des vieux jeux, je suis pas du genre à regretter des vieux jeux, je suis pas du genre à vouloir ramener absolument des... Je déteste les remakes, je déteste les remasters, tu vois. Tu regrettes pas la position crap sur la manette? C'est mal fait, tu vois. Non, je suis plus de voilà, on crée des nouvelles choses, on voit des nouvelles histoires, des nouvelles œuvres, tu vois. Plus de ce camp-là, que ce soit dans le divertissement ou aussi dans tout plein d'autres choses. On avance avec notre temps, on a des belles choses du cookie pop qui sont différentes. Et ce qu'on a vécu dans le passé, c'était cool. Ce avec quoi on a grandi, c'était très cool au moment auquel on a grandi. Mais souvent, voilà, quand tu regardes les films... C'est pour ça que j'ai très peur de revoir Avatar, par exemple. J'ai Jamais revu l'Avatar de 2009, pardon, que j'ai adoré à l'époque. J'ai vu 4 fois au cinéma, je crois. Oui, effectivement. Combien la suite arrive? Inimaginable. Et ouais, c'est ça. Mais tout le monde me dit que Avatar c'est surcoté de fou, et du coup j'ai pas. Si tu le regardes, tu vas te dire ils ont raison. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder le sentiment avec lequel j'ai vécu jusqu'à présent. Je comprends. C'est vrai que le Seigneur des Anneaux, genre par exemple Gollum, genre vraiment. Jamais revu récemment. Donc on s'enfonce le crâne maintenant ou pas, Skipper? Il vient de nous lâcher un Gollum. Genre j'ai envie de m'arracher les parties molles. Moi j'ai envie de m'éclater. C'est un truc de ouf. Bon, du coup, Thierry, t'as fait l'intéressant. Est-ce que toi, t'es un mec du passé, ou au contraire, comme Skipper, eh bien, t'as plutôt les pieds sur terre, et puis tu kiffes ce qui se passe en ce moment? Du présent. Le présent aussi, 2 hommes du présent. Eh oui, il y a eu plein d'améliorations qui sont vraiment sympathiques, notamment sur le plan technique et compagnie, pour les jeux vidéo, tout ça. Moi, je trouve les technologies d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Forcément, ça s'est bonifié avec le temps. Et maintenant, on donne aussi la part belle aux indés, avec des gros éditeurs qui viennent les soutenir. Donc, tu peux voir aussi des nouvelles choses assez souvent. Mais je pense que la plupart des gens se disent, on va vivre dans le passé. Mais enfin, on a envie de revenir dans le passé, mais c'est juste un fantasme finalement de cette période-là, parce que quand tu vois, si on regarde un Avatar maintenant, bon, on se dit ça va être, c'est plus aussi la claque technique qu'on avait à l'époque. Et nous, on essaie de garder un souvenir de cette époque, le souvenir qu'on avait eu en mode c'était incroyable, etc. C'est le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau a tendance à ne garder que les bons souvenirs, en plus de ça, à les transformer. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est souvent très nostalgique. C'est le fonctionnement de notre cerveau qui est comme ça. Des fonctionnements. Mais parfois, c'est pas toujours à raison. Bah oui, parce que le cerveau, justement, préfère prendre des chemins qu'on a déjà vus 1 million de fois, même s'ils sont très mauvais, plutôt que d'en choisir un nouveau. C'est pour ça qu'on est souvent dans des patterns, on sort avec les mêmes personnes, on communique de la même façon, on prend les mêmes décisions, on se dit mais putain, j'arrête pas de manger des murs dans la vie, comment ça se fait? Parce que c'est toujours la même chose que tu empruntes, et c'est juste c'est ton cerveau qui t'emmène là-bas, qui t'embarque vers quelque chose. Il préfère quelque chose de sûr, de concret, même si c'est nul, plutôt que quelque chose de nouveau qui pourrait être dramatique, alors qu'en vrai, eh bien, c'est pas mal. En vrai, le changement, comme dirait l'autre, c'est plutôt maintenant. Enfin, Ken Bogger, toi, le passé. Ah non, moi je suis un mec d'avenir. Oh là 100% d'avenir, évidemment. Que des personnes d'avenir ici. Féru de technologie, j'adore voir le monde évoluer et avancer, essayer de résoudre les problèmes qui est le sien. Je suis quelqu'un plutôt d'avenir, je pense.
fermement que le jeu vidéo maintenant, c'est infiniment mieux que le jeu vidéo d'avant, parce que je l'ai connu, le jeu vidéo d'avant. Oh, C'était un jeu par an à 100 € équivalent maintenant, qui durait 3 heures et qui avait des graphismes en 2D parfois un peu pétés, il faut quand même bien l'avouer. Et on avait que ça, il fallait s'en réjouir. C'était un début de 3D en 20 FPS à tout casser avec des jeux buggés de partout. Ça n'arriverait pas en 2022. Bah évidemment bien que non. sûr que Mais non. encore moins Cyberpunk ou Jamais. Pokémon. C'est bien mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des jeux gratuits pour tout le monde. Il y a des supports de jeux dans la poche où tu as la quasi-totalité. Tu as ta télé, tu as ta radio, tu as tes réseaux, tu as tout ce que tu veux écrire. Enfin, c'est absolument incroyable. Le futur, j'attends encore plus justement du futur. Je veux voir ce que demain nous réserve. Si tu me demandes, moi j'irai dans le futur. Modulo, évidemment, qu'on évite, désolé de péter l'ambiance, une petite guerre mondiale. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de conflit international d'ampleur, go le futur. Ok, très bien. Ça me fait peur quand même. Qu'est-ce qui te fait peur, Skipper? J'ai peur de l'avenir. Ah oui, alors là, on Non. est. Allongez-vous avant ouais. les jeux, monsieur Stéphane. Non, je trouve, tu vois, c'est en fait quand tu vois comment exprimer ça. J'ai peur d'être largué. Dans quel Parce sens? que je trouve que aujourd'hui, il y a vis-à-vis de la génération la plus âgée, Un il y a décalage générationnel énorme, gigantesque. énorme, gigantesque et qui subissent parce que Mais c'est tout le tu vois, temps genre, comme ça. ouais, mais moi Tout le temps comme ça. j'aimerais bien pouvoir C'est continuer à faire ma déclaration d'impôt à 90 ans sans avoir Ouais. tu vois, T'es sur à TikTok. ne pas comprendre. Tout va Ouais. bien alors. Mais oui, mais je suis sur Ah, moi, je suis TikTok, pas ça sur vient. TikTok, je suis un mec d'avenir. Mais, non, mais tu vois, le décalage, je trouve, est terrible parce que du coup, on s'est vachement isolé d'une génération d'avant qui avait peut-être des choses à nous apprendre aussi. Et on avait peut-être des choses à apprendre aussi à cette génération-là. Donc, ouais, je sais pas, c'est le décalage qui me fait un peu peur parce que finalement, on n'est jamais trop sûr d'être dans le coup. Regarde TikTok, on y est tous, mais combien de temps on a mis à s'y mettre par rapport aux plus jeunes? Ouais, il a je pas m'y suis tort. pas mis. Après, chacun trouve son intérêt partout et ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais rien ne t'empêche de te renseigner à chaque fois qu'on a des étudiants qui viennent ici, que ce soit de 3e ou des collégiens en stage. On demande toujours à quoi est-ce que vous jouez, à quoi est-ce que vous passez votre temps de jeu vidéo, à quoi ça ressemble le jeu vidéo dans les cours d'école aujourd'hui, tu vois. C'est super intéressant de voir à Clairement. quoi ils jouent. GTA et Call of Duty. Et je dis, mais putain, mais dis donc, il y a 10 ans, nous on jouait à GTA et Call of Duty. C'est incroyable. Qu'est-ce que le jeu vidéo a changé. Vraiment, je me suis senti largué dans ma vie. C'est juste absolument incroyable. Mais il y a autre chose, même. Non, Il y a même il y a des ponts. Je me souviens, j'avais fait, je crois que c'était pas en début d'année, mais c'était l'année dernière. J'avais donné des cours dans une école e-sport. Je leur ai demandé à quoi ils jouaient. Ils m'ont tous répondu League of Legends. League of Tu vois, il y en a Voilà. beaucoup Tous. qui veulent en école League of Legends. de jeux vidéo ludiques. Effectivement. On n'est pas largué. Non, un peu quand même. Mais bon, pour le coup, on va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Là, c'était intéressant de voir bien, vers quoi vous penchiez chacun. Pareil pour le chat, hein, n'hésitez pas s'il y a un petit sondage qui pop. Est-ce que vous êtes plus des hommes et des femmes femmes actuelles évidemment, ou alors plus old school? Là, c'est dans le global. Maintenant, on va tailler dans le plus précis. Vas-y. Voilà. Plot précis. Parce que c'est large. En vrai, cette question, elle est très très large. Il y a 1 million de choses, les souvenirs de notre enfance, les Madeleines de Proust, les premières fois. Ma première console de jeu à 4 ans, c'était la Game Boy avec Tetris. Merci beaucoup, Paul. Mon premier Final Fantasy, évidemment. Ma première émission, etc., etc. Donc, en fait, tous ces souvenirs, quelque part, ils sont imbloquables. Et c'est ce qu'on disait au tout début. Tout à fait. Quand t'es un peu plus âgé, c'est vrai que t'aimerais bien revivre tout ça et retourner dans le passé. Donc, on va enlever le côté pathos, donc le côté l'émotion. Et on va... Et on me dit c'est mieux avant, maintenant ou plus tard. Vas-y, moi donne-moi plein de concepts. Je suis prêt à répondre à on va tout. checker. Je vais vous présenter des choses du passé et du présent et à vous de me dire ce que vous préférez. On va commencer avec du très, très, très lourd à mon sens. Je pense que pas tout le monde connaît puisque c'est arrivé en 2006, 2007. C'est arrivé aussi vite que c'est reparti. Une idée comme ça vite fait. La non. tectonique. Pas. D'autres tectoniques, c'est non. C'est non. Tectonique, c'est 100% non. Déjà, rien C'est qu'à non. l'époque, c'était non. Ok. Très bien. À oui. l'époque, c'était Ah, oui, manque, mais là, on ne va pas y retourner. Hein. Ah ouais. Tu t'es fait la crête à l'Iroquoise. Apparemment, cette coupe s'appelle la Barcelonaise. La Barcelonaise. Ouais, apparemment, à Barcelone, les Espagnols avaient cette coupe depuis des années, Ouais, des années. ouais. Le truc Et avec la ça a été crête au importé. milieu, Ouais, Moi, genre, l'Iroquoise, dégradé et tac. Dégradé et tac, d'accord. Voilà. Mais le tag, c'est le plus important. C'était la. La queue de rat. Non, pas Non. la queue de ras. C'était pas la Que de rat, Les pointes blondes. J'ai eu la Ouais, queue de rat, moi. tectonique, toi. Hein.
Non, moi j'ai vécu la tectonique, j'avais 16 ou 17 piges. Non, tu sais, il y avait, comment on appelle ça, le mulet, là, un peu. Ah, Ouais, le mulet, le mulet. Oui, avec les mèches qui étaient blondes pour certains ou certaines. De ouais, nouveau à bien la sûr. mode, le mulet, hein, Squeezie le porte aujourd'hui. Bon, par contre, en parlant de coiffure de cheveux, on aurait dû inviter Gigi, parce que lui, on aurait dû lui demander est-ce que tu préfères le passé où t'avais des cheveux, ou le présent où t'en as plus. Ah, ça lui va vachement bien la boule Ouais, à zéro. il C'est était- comme Rofelos. Hein. Mais il En était vrai, stylé, Gigi cheveux longs. J'ai eu ma période aussi, cheveux longs. vous deviez être Moi, je magnifique. comprends Gigi. Vous êtes magnifique. Bon, bah, le chat, pour ceux qui ont connu ou ceux qui ont découvert ces images, à mon avis, c'est un non négatif. Donc là, on est d'accord, le c'était mieux avant ne s'applique pas. Non. Ça dégage. Autant le disco, les pattes d'air. Ouais, le disco, ça passe. Non, Non, le skipper, disco, ça passe. Non, Ça sur le passe, disco, hein. ça passe. Non. Non, Si- pas de def, non. Pas de Pas de def, def. habillé en mode Non, électro. C'est un style. Rien. On Ça s'en reviendra, va. tu sais. Hein. Hein Ça Franchement, reviendra. c'est un style. Non, très bien, ok. Alors, on va très bien. Bah, c'est finito la fin de l'abondance avec la tectonique. Et ça, je pense. Il y a des choses qui sont cycliques. La tectonique, j'avoue. Moi, je suis cycliste. Ah, Ouais. très bien. Voilà. Quelle vanne de merde. Et ça, c'est beau. Oh la vache. Damn, bro. Alors, on va parler de jeux vidéo puisque ça Oh te tient. non. Mais si, ça te tient à cœur et puis ça revient plus dans la thématique de starter. Les jeux vidéo, est-ce que à l'époque c'était pas génial? Parce que oui, peut-être que graphiquement et surtout par rapport à aujourd'hui, bon voilà, mais Pong, quand c'est arrivé, c'était le meilleur simulateur de tennis de table / tennis tout court. Ça l'est peut-être. toujours. Est-ce qu'on n'avait pas à ce moment-là le summum de la créativité, les reboots, les remakes, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait de nouvelles IP. Il en pleuvait console après console, des révolutions. Là, tu voyais vraiment la différence entre une PlayStation 1 que l'on voit là, maintenant, tout de suite avec Wipeout, et puis des PlayStation 2. Et puis tu voyais encore le fossé entre une PS2 et une PS3. Là, honnêtement, Ouais, j'avoue. bon bah Vous voyez oui. le fossé, ça c'est vrai. Il y a... oui, bon là, c'est sûr que c'est un petit peu T'es mieux au tellement niveau profond, graphique. vas-y. Mais bon, c'est pas totalement ça l'apparition du cel shading, les guerres de consoles entre Non, Microsoft c'est vrai que c'est pas. et Sony. C'était passionnant, c'est vrai. Attends, c'est incroyable. Regarde Ouais, l'écart FF10, entre une PlayStation Sony, 1 les et ça, une polygons. PlayStation 2. Déjà, Ouais, rien c'est que gigantesque. l'écart, c'est. bien Oh, fait. Wheel of Catamaran de mes licences préférées, Bien c'est le Grand Canyon. Moi, je vois plus d'écart entre la PS2 et la Switch. C'est un problème ou pas? Donc là, tu vois, dans le passé, il y a quand même pas mal de choses qui sont cool, mais aujourd'hui, quand tu vois tous ces crossovers, quand tu vois le jeu vidéo qui devient aussi plus un média, on pense notamment à Fortnite, dans lequel il va y avoir il y a déjà des concerts, etc., etc. Les nouvelles technologies qui peut-être sont peut-être pas aussi impactantes au niveau de la rétine, mais qui permettent d'avoir des choses qui sont très cool. Et voilà, on parlait d'aptique au niveau de la manette, mais on va penser dans le futur à différentes combinaisons, l'odorama peut-être qui arrivera aussi, tu vois, les sensations de chaleur, de froid, J'ai etc. pas- non. Ah, moi, L'odorama, pour être Non, moi, vraiment, je sais tu pas. vois, The Last of Us 2, Ah ouais. t'arrives, il y a des claqueurs, ça sent la mort, Sentir la t'es merde, dedans, là. tu vois. C'est assez magnifique. Du coup, vous, par rapport aux jeux vidéo, est-ce que vous êtes plus c'était mieux avant ou est-ce que vous êtes plus team? Non, franchement, aujourd'hui, on est bien, Tintin. Je pense sincèrement que le jeu vidéo d'avant était plus passionnant à suivre. Par contre, en termes de produits qualitatifs, le jeu vidéo, c'est infiniment mieux maintenant qu'avant. En jeu vidéo, tous les jeux vidéo, quels qu'ils soient, c'était des jeux indés. Des petits nombres de développeurs qui faisaient un peu ça en essayant de faire le meilleur produit possible. Mais c'était pas des machines gigantesques, des productions artistiques extraordinaires. Il y avait des choses magnifiques. Moi, je continue à beaucoup de jouer à des jeux anciens, parce qu'il y a des jeux qui sont fondamentalement bons, quelle que soit leur époque. Mais aujourd'hui, on arrive à un tel niveau de maîtrise de tout, que ce soit en réalisme ou même sans la version réaliste, en termes de contenu, en termes de rapport qualité-prix d'un jeu. Et puis, il y a des jeux gratuits, puis on peut jouer en ligne. Et Flûte. puis, il y a Flûte. Bon, il y a des dérives. Je dis pas qu'il n'y a pas des dérives, évidemment. Et peut-être qu'il y aura Puis il y a les de plus en- DLC pour les jeux de peut-être qu'il y combat. aura de plus en plus de Bah dérives. oui. Ouais, et DLC pour le jeu de combat, mais ça c'est mieux parce que tout débloquer c'est chiant. Bah oui, sur en Tekken, vrai. tu devais finir avec tous les persos, qu'il y en avait un avec qui tu savais Ah pas oui, jouer, mais bah c'est un t'avais pas enfer. l'autre perso que tu débloquais. Sur Tekken, c'est toujours comme ça, que maintenant, tu payes tes persos, tout le monde est content. On est d'accord. Franchement, les jeux vidéo c'est mieux maintenant. Je sais que vous en plaignez, mais je vous assure qu'avant c'était dur de jouer à des jeux vidéo. hein. Sur pareil, finalement, le jeu vidéo maintenant, Ouais. c'est mieux. Moi, je suis carrément, c'est mieux maintenant. Et à vrai dire,
Il y a beaucoup d'améliorations maintenant qui sont permis. Donc, Ken, on a cité des améliorations techniques ou c'est des trucs de confort où maintenant c'est vrai que c'est pas passionnant ce qu'on voit dans le jeu vidéo. Enfin, c'est dur, c'est dur de faire vibrer. Le énième FPS du cul, le solo AAA d'aventure, c'est bon. Tout est du vu et revu. Du vu et revu. À ne plus quoi savoir en faire. Mais c'est quand même passionnant et ça reste que c'est des bons jeux. Bah oui. Mais, tu vois, ça me fait penser surtout à World of Warcraft avec WoW Classic qui arrivait avec l'expérience de l'époque. Et moi, bon, j'ai pas connu WoW Classic WoW au tout Vanilla, début. le tout premier. Donc j'avais pas forcément ce souvenir et cette envie d'y retourner. J'y suis retourné par curiosité pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu la comparaison avec l'expérience retail aujourd'hui. Je me suis dit, mais putain, il y a énormément d'améliorations de confort. C'est de trop fou. bien maintenant. On est vraiment dans un siège bébé tranquillou. Et les gens n'aiment pas ça. Et je comprenais pas trop finalement cette mentalité-là. C'est très bien, tu vois, qu'ils aient leurs souvenirs et qu'ils aient leur expérience. Mais tu vois, je me dis, on a tellement de choses qui ont amélioré l'expérience de jeu maintenant où c'est ultra facile de pouvoir jouer avec des potes, etc., de jouer sur tellement de consoles et de plateformes, peu importe où tu es, que c'est beaucoup mieux maintenant. C'est le débat du multi-ex dans Pokémon, tu vois. Tout simplement. Les gens qui n'en veulent pas, alors que juste ça améliore le confort de jeu de tout le monde. Mais oui, de toute façon, les gens qui jouent à WoW Classic, ce sont des futurs tueurs en série. Parce que vraiment, pour jouer à WoW Classic, faut être fou allié, tellement c'est difficile et pas simple, pas ergonomique. Bref, ça encore, c'est un autre débat, mais ça me fait rire en tout cas que aujourd'hui, on soit à l'ère de on peut jouer avec les potes à travers le monde et il n'y a même plus d'écran splitté. Ça me fume pour jouer en local. C'est la croix et la bannière. Il y en a sur Il faut Switch. acheter En fait, Switch, meilleure console Bah oui. de Elle l'univers. allie le meilleur du passé et du présent, entre Et le pire tradition et modernité. Le meilleur du passé et le pire du présent. Écoute, C'est ça qu'on aime avec la Switch. Enfin, Skipper, pour la partie jeux vidéo, est-ce que finalement, comme Ken, tu es moitié-moitié, c'est vrai que ce qui était bien à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Comme sur ePlay, il y a tellement d'avantages en fait à être présent dans le jeu vidéo de maintenant. Ou est-ce qu'au contraire, le passé avait quand même bien plus d'avantages? Partagé. Ouais. Partagé. Parce qu'à l'avenir, on va encore nous faire payer des PS Plus et des Xbox Live Gold. Il y a l'abonnement, qui c'est était vrai. justifié à une Il y a époque l'abonnement. et qui l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui, je trouve. Non, je sais pas trop. Je suis partagé. Je suis Ok. joueur de Call of Duty, donc moi, mon histoire s'arrête en 2016. Ok. Mais ouais, j'aurais tendance à dire maintenant, après, effectivement, dans ce que tu décrivais au début, tu vois, alors, le côté game as service, les vitrines à la Fortnite, et tout, j'ai absolument rien contre ça. Je trouve que c'est très... Fortnite est un excellent jeu et qui a amené énormément de choses à ce secteur. Mais moi, j'ai un peu de mal avec le côté remaster, remake à la pelle aujourd'hui. J'aime pas trop cette mouvance où justement ça joue énormément sur la nostalgie et on a moins d'innovation dans les nouvelles licences, les nouvelles histoires, etc. On a tendance à... Tu vois, le cycle PlayStation, là, qui est bien installé, où on va te mettre... Uncharted, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais t'avais du Uncharted, du The Last of Us, du God of War, et on va te sortir le Spider-Man 2 et machin. Et puis tu sais qu'on va t'en sortir un à chaque nouvelle génération. Oh, avec oui. Sony, ça va être ça. Fatigue On en un a peu gros. d'avance. On en a gros là-dessus. J'aime bien, mais tu vois, j'aime bien voir un Plague Tale, j'aime bien voir ce genre de jeu. Et On n'en j'aimerais voit pas assez, j'aimerais peut-être. qu'on en voit plus. Ouais, J'aimerais ok. qu'on en voit C'est vrai que là-dessus, je te rejoins. On laisse le chat évidemment aussi nous dire si on est plus Tu vois, team, le Assassin's actuel ou Creed, pas. 17. Ah mais c'est la poule Call aux of œufs Duty d'or, c'est la 23. poule aux œufs d'or. Mais Call of Duty, on aura un tous les 2 ans, écoute. On t'écoute, Skipper. Non, On il n'y en a t'écoute. plus, il n'y en a pas un tous les 2 ans. Hein. Bah, Ça, ça y est. c'était un leak et il y aura bien un code en 2023. Hein. Oui, mais après, il y en aura en 2025. Il y en aura peut-être encore un en 2020, Il y en aura un en 2023. Et après, ce sera en 2025. Ou sera alors DLC, peut-être ce sera un gros 2024. DLC. Non, ce sera Et tous les après ans. 2026. Ou alors, on continue. continuera jusqu'en 2025. Après, ce sera 2027. Ce Ou sera alors, tous les ans. 2026 tous les ans et après 2028. Bref, on verra bien. Et pour terminer, il y avait plein de sujets, etc. Mais j'en prends un dernier, les films. Parce qu'on ne peut pas. Alors, films et séries, hein, on peut inclure les séries dedans, bien évidemment. Les films, c'était quand même mieux avant. À l'époque, il n'y avait pas de Marvel, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous prend la tête avec Marvel? Il y avait du Taxi, les gars. Il y avait du Retour vers le futur, du Maman, j'ai raté l'avion, du Terminator, Les Affranchis, Pulp Fiction. Bon, jusqu'à ce que Quentin Tarantino lâche des takes ouin. Mais bon, il était quand même là, la famille Adams, Beetlejuice, Edouard Romain d'Argent. Là, on parlait de films. Là, c'était du cinéma. Aujourd'hui, on a quoi? Thor, Love and Thunder. Oh, par pitié, de grâce. On a quoi? Les Avengers Endgame. Il y a Ant-Man.
Il y a que des super-héros de nos jours. Le cinéma est en train de mourir. De toute façon, les super-héros font les films et plus les acteurs. Les acteurs sont plus des stars, tu vois. Donc ça, franchement, ça me débecte. Pareil pour les séries. Souvenez-vous, les séries à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il fallait être sur M6. Vous vous rendez compte, sur M6 pour regarder Une Nounou d'enfer, pour regarder Notre Belle Famille. Quel enfer. Pour la trilogie du samedi, pour Malcolm, pour ce genre de pépites, finalement. Aujourd'hui, on a quoi ? Bon, on a peut-être BoJack Horseman, on a peut-être Rick et Morty, Stranger Things, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, on a quoi Peaky Blinders. Peaky Blinders. Bon, mais c'est pas pareil, c'était quand même mieux avant, non, Ken? Eh Sauve-moi. bien, je vais te décevoir. Oh là Non, là là non. là. Bien que je reconnais une qualité incroyable à certains films du passé, la plupart vieillissent extrêmement mal. Effets spéciaux pétés du cul, mise en scène à chier et souvent caméra pas du tout adaptée à ça. Aujourd'hui, même si le cinéma a explosé ses budgets, il est de plus en plus entre guillemets facile et moins cher de faire du cinéma. Avant, il fallait des caméras, des bordels, des machins, Faut faire un des film, faut équipes. juste faire machin. des trucs qui filment. après. Aujourd'hui, je suis désolé. Enfin, Il est bon, c'est celui-ci. peut-être pas du cinéma, mais tu peux faire un court-métrage à l'iPhone, quoi. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Donc on va pas me dire que c'était mieux avant. Alors oui, il y a des tétrafilms de merde, mais il y en avait des tétrafilms de merde aussi Oh, avant. que oui. Au moins, voilà, des Oh. tétrafilms de merde. Dans les colonnes des vidéoclubs, mon pote, il y avait des sacrés bails. Donc pour les... voilà, c'est ça. Donc pour les films, on va dire 50-50, ok. Pour les séries, c'est mieux maintenant 1 milliard de fois, tant Ah oui. c'était inaccessible les séries à l'époque et que tu devais tout pirater en Non, mode c'était à dégueulasse chier. avec un logo d'Ivix. C'était dégueulasse. Donc maintenant et le futur. Ok, bon, bah, j'ai l'impression que c'est la même pour toi, Skipper, non? J'ai l'impression. Peut-être pas pour les films, peut-être? Si, non, moi j'ai. On a peut-être un peu commis sur les plateformes. Ouais. Parce que comme on a tous trouvé Netflix génial, bah, tout le monde a pris un abonnement et personne ne s'est jamais désabonné de ce truc. Et du coup, je note quand même un gap entre la qualité de production de ce que sortait Netflix en propre, hein, pas les droits qu'ils achetaient, mais ce que sortait Netflix en propre au début de la plateforme et au moment où ça arrivait en France. Et ce Je me qui sort souviens maintenant. même plus de leur exclu à l'époque, pour Il y être a quand honnête. même un. À part BoJack tu vois, Horseman. Il y avait un désir de vouloir plaire avant quand Il y même. avait un désir de vouloir plaire et aujourd'hui on te sort quand même 90% de merde pour 10% de... Ou alors 90% de suites de séries que t'as kiffé avant et qui se dégradent quand même pour 10% de contenu original intéressant. Donc je trouve que les plateformes ont pris beaucoup de pouvoir et que bah, aujourd'hui comme personne se désabonne, ils peuvent te permettre de te balancer du contenu un peu à la tête sans que personne dise grand chose. Donc je suis pas méga fan de l'hégémonie d'Amazon, Netflix et compagnie. Mais Ah, c'est le plus réac d'entre nous, c'est terrible. non. non, parce que au cinéma, il y a plein de choses qui se font. Il y a beaucoup de cinéma, notamment français, qui est très stylé. Donc non, toujours l'avant, mais attention plateforme quand même. Ok, toi c'est plus les plateformes qui peuvent justement nous mettre dans la sauce et parce qu'ils c'est sont un peu confortablement comme dans le jeu installés, vidéo lâche l'affaire. aujourd'hui, tu vois, je suis pas trop fan du virage. Tout le monde est sous les mêmes groupes, etc. Je trouve que Disney prend beaucoup trop de place dans cette industrie, et qu'ils ont trop de pouvoir. Tu vois, quand tu mets 5-6 films Marvel à l'affiche par an et que à toi seul, tu modèles complètement tout un genre et que tu recrées des codes qui sont appliqués par tout le monde, je trouve que c'est un obstacle à l'originalité, je trouve. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est la rançon du succès, je veux dire, c'est des mecs ils sont Non, non. partis de rien pour... C'est Non, la pour les coups, c'est rançon, comme les créateurs de c'est- contenu qui se copient tous entre eux. Il y a quelqu'un qui a sorti un petit truc original qui a marché. Là, tout le monde s'engouffre dans la brèche. Parce que c'est pas la même chose. Donc, on terminera avec sur replay par rapport aux films et aux séries. Est-ce que c'était mieux avant? Oui, non, question-réponse. Eh ben écoute, je vais pas différer finalement de la vie de, Oh là là, de mais en mes fait, collègues. cette phrase, personne la veut aujourd'hui. Mais- J'essaie de vendre ma tambouille, tout le monde s'en fout. Quoi. Autant je chéris encore l'époque où j'allais aux vidéos futures en bas de chez moi pour aller Ah prendre oui, des DVD. cette odeur. C'est ça. Il y avait De- une de odeur regarder, particulière. tu sais, tous les DVD, d'en prendre 4-5 et de dire, ok, avec le petit lecteur DVD portable, tu sais, le truc qui est quand même. Fait. Mais tu vois, que tu te mettais comme ça dans ton lit tranquillou, tu regardais ça. Mais autant il y a des grands classiques du cinéma qui resteront dans le passé et qui sont indémodables, et qu'aujourd'hui on a une sacrée... En fait, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a une difficulté, notamment côté film, à trouver de bons films, tu vois, parce que maintenant c'est beaucoup plus des Parce trucs... qu'on regarde pas aux bons endroits. Ouais, mais tu vois, des comédies populaires, tu vois, le cinéma français, je peux plus biter parce que c'est des comédies françaises. Mais qu'est-ce à la qu'on a fait au con. bon Dieu pour Parce que entendre tu regardes ça sur sur- replay? Oui, non, Attends, et dès que c'est tu Tu regardes pas horrible. les bons films.
Des comédies françaises dégueulasses et des films américains où maintenant on essaye de recycler un petit peu des super-héros. Black Adam ici qui a pas été incroyable, Thor, Love and Thunder, on essaye de continuer de perpétuer cette sauce. On a quelques petits titres par-ci par-là, tu vois, des films de temps en temps qui sortent et qui sortent du lot. Et côté série, bah là je suis d'accord avec Ken, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accessibilité. Et maintenant on a développé énormément aussi les séries où c'est plus simplement la petite... le petite, je sais plus exactement, sitcom, etc. C'est carrément, maintenant, tu as des séries documentaires, tu as des séries historiques, tu vas sur des séries qui sont finalement des longs métrages en eux-mêmes, où tu as par exemple Peaky Blinders, tu as à peine 6 épisodes en une saison, mais le truc, tu as un putain de long métrage à chaque fois, c'est léché comme un film. Et je trouve qu'en série, on s'est bonifié avec le temps. Tu sais ce qui était mieux avant, Adi? Dis-moi tout. Les Grecs. Les Grecs Ouais. Ouais, les sandwichs. Ah, les Ouais. sandwichs. Ouais, totalement d'accord avec toi. Tu vas, t'as toujours, tu sais, ces tacos, Non, il a raison. machin. Il a raison. truc, tu sais, Je valide cette phrase. Les Grecs, c'était mieux avant. Les Grecs, Les Grecs, c'était mieux c'était mieux avant, avant. 200%. Mais c'est sur cette révélation que nous allons terminer ce débat. Merci beaucoup à Adibou. Merci à vous. On se laisse un peu de temps pour l'archive du jour. C'est parti. Alors, terrible dans la catégorie C'était mieux avant, Sister Act, hein, évidemment, hein, l'histoire de cette chanteuse qui eh bien, intègre un couvent pour apprendre à des jeunes défavorisés à chanter et à retrouver évidemment un peu l'esprit de Noël, hein, je crois. Hein. C'est encore un film de Noël, il me semble. Voilà, Whoopi Goldberg, véritable star, complètement décalée par rapport à l'endroit où elle se retrouve, mais bon, forcée évidemment d'accomplir sa tâche. Elle va se prendre d'amitié pour tout ce groupe d'élèves et essayer de leur faire tirer le meilleur, malgré le fait qu'elle ne soit absolument pas la meilleure d'entre nous. C'est le pitch de Sister Act qui reviendra bien sûr ici. Je estime que vous êtes trop jeune pour avoir vu Sister Act, c'est ça, tu rigoles Suri, ça m'énerve déjà. Je suis plus jeune. Bonjour. Donc pas vu. Pas vu du tout. Pas vu après ni le 1, ni le 2, ni le 3. Rien du tout. Très bien. Skipper. Bon, je suis un 2000, hein. Oh là là, ces gars-là, on peut plus. Ils sont justement. Ils ont l'avenir devant eux, À c'est un 10 au délire. moins. Mais évidemment qu'on l'a vu et revu 1000 fois, la phase où il y a justement la Ok, petite boom. nana qui chante dans son coin et tout, et puis à un moment, t'as une note aiguë qui vient te percer le tympan et tout le monde fait « Wow, mais comment c'est possible ?» C'est un truc d'ailleurs, je me demande même si c'est pas un jeune homme qui lâche cette phase aiguë de fou malade, mais oui, Sister Act, c'était une institution et franchement, Whoopi Goldberg, c'est... Ouais. Une putain d'actrice. Donc oui, moi ça me parle évidemment et c'est toujours un plaisir de voir ou de revoir ce film comme The Mask au passage. Ah, The Mask. Pourquoi est-ce qu'ils ne refont pas un The Mask? C'est vraiment The terrible. Mask, j'ai vu par contre. Ouais. The Mask incroyable. C'est bien, non? C'était rigolo. Voilà, Incroyable, quand rigolo. même, quand même. Check et boom, check. Check, check et boom, check, check et boom. Un hommage à Tex Avery et au cartoon des années 70. Ah, c'est extraordinaire. Bref, ce starter touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Dibou, merci Merci Skipper. beaucoup. Merci Suri d'être Merci. venu aujourd'hui. Ça fait très très plaisir de te revoir. Tout de suite, on part en IRL. Non, petite rediff puis IRL. Voilà, vous connaissez la tendance. La tamboule. On se retrouve lundi, Inch'Allah. Bisous à tous et à lundi.